Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Je suis qui je veux, une chaîne qui est dédiée à, l'amélioration de la vie des entrepreneurs et des cadres. Heu, Aujourd'hui, on travaille sur, on va parler de la vie de l'entrepreneur et notamment le rapport qu'il peut y avoir avec la famille et pour cela, aujourd'hui, sur, ma chaîne, j'accueille ou plus exactement, tu m'accueilles, Ouais. chez toi, Emmanuel, bonjour. Bonjour! Merci du coup de me recevoir et d'avoir accepté de faire cette interview avec moi. Et puis, bah, pour commencer, tout simplement, en fait, pour les quelques malchanceux qui ne te connaisseraient pas, J'adore. heu, est-ce que tu peux, s'il te plaît, bah, te présenter et puis, expliquer, succinctement en quoi consiste ton métier? Alors, moi, j'étais là, je suis Emmanuelle, ça, on l'a. Si on prend la petite, fiche, CV, je suis mariée, je suis maman de 3 enfants, dont 2 qui sont déjà adultes et un qui est ado. Et je suis entrepreneur depuis, 2008, donc ça commence à faire, longtemps Mmh. que je suis entrepreneur. J'ai eu pendant, 10 ans une entreprise, d'organisation de mariage et d'officiant de cérémonie laïque. C'est comme ça que j'ai rencontré Gaël. Et depuis, 2019, donc ça fait 6 ans, je me suis reconvertie dans l'accompagnement à la formation chef d'entreprise et à l'organisation de retraites holistiques et thérapeutiques et donc l'accompagnement, thérapeutique, dans les différentes formes, collectives et individuelles. OK. Ça fait un CV, à rallonge mais très court Tu as vu, j'ai finalement, hein. fait Ouais, rapide, hein? ouais, en Ouais, effet, franchement, je suis bravo. hyper, Félicitations. ouais. Et alors, bien sûr, bah, qu'est-ce qui t'a attiré, vers ce métier-là et dans la volonté d'accompagner les personnes dans ce domaine-là? Alors, j'accompagne du coup beaucoup de chefs d'entreprise et c'est souvent une question que je leur pose et la plupart du temps, on va me parler de la passion du métier, enfin, c'est un outil ou un métier qui a attiré et que généralement, c'est le métier pour pouvoir l'incarner, pour pouvoir le vivre, il faut passer par l'entrepreneuriat. Moi, c'est l'inverse. C'est que, pour moi, travailler égale entreprendre. Et donc, avant d'être, formatrice, coach ou thérapeute ou organisatrice de retraite, je suis chef d'entreprise. Mon métier, c'est d'être chef d'entreprise. Être chef d'entreprise. Et finalement, que je sois, chef d'entreprise, dans le mariage ou chef d'entreprise, je pourrais même remonter encore plus loin, donc dans les différentes, métiers que j'ai pu faire. En fait, le principal, c'est d'être chef d'entreprise. Donc aujourd'hui, je fais ça. Peut-être que dans quelques années, je ferai autre chose, ce qui est possible. Hem donc vraiment en premier c'est entreprendre, mon métier et ça, c'est quelque chose que je veux vraiment, transmettre dans les formations. C'est que je suis pas, j'ai pas que un métier de formatrice ou de coach. J'ai un métier de formatrice et coach et j'ai un métier de chef d'entreprise et souvent, c'est cette partie-là que les gens, ils oublient. En Mmh. fait, ils pensent qu'il suffit juste d'être, coach, pour réussir à faire fonctionner le business. Alors qu'en fait, il faut aussi avoir la partie, entrepreneuriale, En comme arrière. un vrai métier. Parce que ça prend presque autant de temps d'être entrepreneur que, d'être coach ou formateur. Si ce n'est plus. Ouais, Voilà, je voilà. voulais pas faire peur aux gens, mais Et en fait, enfin, c'est quelque chose qu'on partage, hein, tu sais, moi, j'accompagne quand même pas mmh, mal de chefs d'entreprise aussi et en fait, ça fait partie des questions qui vont venir, mais je oui, devance un petit peu. Le 1er truc qu'on voit, c'est qu'en effet, entreprendre prend du temps ah, et ça va empiéter sur, d'autres choses, la vie perso, le fait d'avoir la capacité de faire du sport, voire la vie de famille et mmh puis c'est d'ailleurs, ce dont et on du va coup, si parler. tu me poses la question, du coup, si je reviens à la première question quand même que je tiens mon fil, qui est, comment j'en suis arrivée à ça? Si je prends la question si je te prends le prisme que pour moi, mon métier, c'est être entrepreneur en tout 1er, c'est que, j'ai grandi avec un papa chef d'entreprise, qui entreprenait en plus à la version, d'avant donc l'entreprise, c'est le centre de la vie, il faut travailler beaucoup, on travaille jamais assez, voilà, les vacances, c'est une perte de temps donc en fait, j'ai pour moi et j'avais une maman qui était, maman au foyer, qui était surtout aussi sa secrétaire, on va dire, son assistante, et que, il y a vraiment cette dimension que j'ai vraiment grandi avec le fait que travailler, c'est entreprendre. Entreprendre.
Donc je suis chef d'entreprise, dans une pure loyauté transgénérationnelle que, voilà, c'est ma vision de travailler, quoi. Et ça se voit aussi, bah, dans mes enfants parce que j'en ai un qui est chef d'entreprise, et Lilou, elle est pas chef d'entreprise, mais c'est quand même son projet de vie, c'est Son de projet de l'être. vie, ouais. Donc c'est vraiment une définition, quoi, de travailler en tant qu'entrepreneur. J'ai été employée, hein, faut le savoir, mais Non. voilà. Quand j'ai le dernier boulot entrepreneur où j'étais salariée, quand j'ai posé ma dème au patron, il m'a dit: «Ah, je pensais que tu allais tenir moins longtemps que ça». J'ai tenu un peu, mais j'étais maman célibataire à ce moment-là, il fallait bien que les enfants mangent, donc Oui, c'était le truc qui fait que je suis allée bosser, quoi. OK. Merci pour ces réponses, Manu. Je vous demande à ceux qui se sont connectés si vous pouvez nous faire un petit signe, nous dire que vous nous entendez bien, nous faire un message s'il y a de l'écho, s'il y a l'un d'entre nous que vous entendez pas, voilà, nous faire un retour pour nous assurer que tout fonctionne bien. Merci. Donc on va passer à la question suivante. C c'est quelque chose qui était vraiment important pour moi pour Mmh. rentrer dans le vif du sujet. Heu Alors, qu'est-ce que tu définis comme étant le cœur de ton métier? On a parlé justement du côté entrepreneuriat, Oui. mais dans la partie Oui, oui. accompagnement que tu fais, tu vois, qu'est-ce que tu peux amener de doux et d'essentiel dans la vie des familles que tu accompagnes? Voilà, ça, Ah, c'était j'adore ta le question! truc qu'il fallait que je pose. Alors, je catégorise bien quand même la partie formation entrepreneur et la partie organisation, Mmh, enfin, accompagnement, thérapeutique dans les retraites. thérapeutique, ouais. Il y a quand même vraiment les choses, même si les choses sont liées, dans le sens où, Merci Audrey. même si on a de l'autre côté, je crois profondément que nous sommes pas des morceaux d'humains et que nous sommes un humain entière en part entière. Donc quand je travaille sur de la formation, création d'élan d'entreprise, il y aura forcément à un moment donné du thérapeutique, de l'émotionnel, de l'énergétique même, enfin tout ça, cette partie-là. Et dans la partie, quand on va travailler sur une retraite, qu'on participe à ce genre de choses, la plupart du temps, ça va avoir aussi un impact dans notre vie professionnelle. Ça, c'est enfin, on peut pas dissocier. Mais, si je sépare les 2 côtés, pour moi, ce qui est justement première définition, c'est de prendre en considération que ce que je vais travailler dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle va avoir un impact, sur les autres choses. Ça, c'est vraiment de prendre cette concession. Déjà, je suis un être entier et pas des morceaux d'humain. Je suis pas voilà, j'ai grandi avec justement avec mon papa qui disait qu'on peut pas travailler avec les amis, qu'on n'est pas amis avec les gens avec qui on travaille, enfin qu'on est, chez l'entreprise d'un côté, qu'on doit pas parler des choses de la vie, privée dans son travail. Enfin, tout était, complètement, rangé dans des cases. C'est pas ma façon d'entreprendre, c'est pas ma façon d'accompagner. C'est que, quand ma cible client est essentiellement, des femmes en reconversion Mmh, professionnelle. Elles sont souvent, bah, en couple, elles sont souvent déjà mamans. Entreprendre, quand on travaille sur leur positionnement, sur leur façon d'organiser leur vie de travail, leur entreprise, la création de leur entreprise, je suis obligée de prendre en considération, bah, si elles ont des enfants avec certaines particularités qui vont faire qu'elles vont devoir être disponibles, si elles ont par exemple un conjoint, ou pas de conjoint, si elles ont un conjoint qui a des déplacements, enfin, il y a des trucs, tout ça, ça va être pris en considération dans, l'organisation parce dans que l'organisation. enfin, je peux pas séparer les choses, c'est pas possible en fait, Et ce qui m'amène du coup merci, aussi, chérie, coucou, heu Ce qui m'amène à remettre, du coup la question, c'est justement qu'est-ce que tu amènes toi dans ton accompagnement, pour ces femmes qui sont en reconversion en tant qu'entrepreneur, pour arriver à justement prendre en compte ça, cette partie holistique qui fait partie de ton cœur de métier et que ça soit un point d'attention et pas un, «Ça fait 5 ans que je travaille et je viens de me rendre compte que faut que je prenne en compte ma famille dans mon Ah boulot». ouais, ouais, ouais. Voilà. Alors, je l'une de mes valeurs entrepreneuriales, c'est l'inspiration. Donc déjà, bah, c'est de partager ma propre expérience parce que, bah, ces erreurs-là, je les ai faites. En fait, je dans mon métier, d'avant, dans ma première entreprise, je me faisais la réflexion qu'à un moment donné, je me suis réveillée, j'ai ouvert les yeux et je me suis rendu compte que, bah, mes enfants étaient les 2 grands étaient ados et que d'un coup, pof, au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et que, moi personnellement, j'ai failli perdre mon couple avec mon entreprise, en fait. Je l'ai enfin,
J'ai failli me rentrer une fois chez moi et d'ailleurs, de plus avoir de maison d'ailleurs, parce qu'ils ont regardé la maison. Mais, de rentrer chez moi et de plus avoir personne dans la maison, en fait, parce que Ouais. l'entreprise avait tellement pris de place, avait tellement, été le centre de tellement de tout que, qu'il y avait plus que ça qui existait. Et donc je pense que le fait de l'avoir vécu, de l'avoir expérimenté, d'être allée vraiment au bout du truc, fait que j'ai su, modéliser, des process et mettre en place des red flags, mettre en place des organisations pour que justement aujourd'hui quand je transmets ça, beh, d'essayer qu'elle ne fasse pas ces erreurs-là, quoi. Elle fait pas ses erreurs. Donc la première chose, en tout cas, l'un de mes premiers outils, c'est justement mon expérience qui fait qu'aujourd'hui, bah, j'en suis, à presque 20 ans d'expérience entrepreneuriale. Donc des erreurs, j'en ai fait plein, en fait. Enfin, c'est voilà, je les ai expérimentées, quoi. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, ça fait pas partie des questions qui étaient écrites, Mmh. mais du coup, je rebondis sur ce que tu dis. Hem, Comment on fait pour pas vivre l'erreur comme un échec cuisant et avoir cette capacité à rebondir Je dessus comprends et à pas ce que vous voulez dire de réavancer? cette Non, question-là. je sais pas pourquoi non Je plus, ouais. comprends pas, je comprends pas, le mot échec. Hem, parce que l'échec n'existe pas. Tout simplement, Gaëlle, voyons! Quelle drôle de question! OK. Alors, si tu Heu, peux détailler, du oui, coup? bien sûr. Alors, comment je détaille ça dans ma réalité à moi? Beh, tout est expérience. Donc, j'ai dans ma façon de réfléchir, cette façon de me dire: «OK, là, la direction, elle était pas bonne, en fait». Il y avait un mur, des fois même tu le prends ou en tout cas, des fois, tu l'évites un peu trop. Bah, au lieu d'être dans le jugement de moi en me disant, «Putain, tu ouais, enfin, fais de la merde ou tu t'es trompé ou quoi que ce soit, c'est de dire: «OK, je fais un pas en arrière et je regarde». Du coup, je me dis, «Bon, là, c'était pas foufou, mais comme dans mon cerveau, l'échec n'existe pas, je vais préférer faire le feedback pour me dire: "OK, je vais réorienter". Parce que dans ma conception des choses, c'est pas le chemin qui compte, c'est d'atteindre l'objectif. Donc finalement, même s'il y a des obstacles ou qu'il y a des erreurs ou que ça fait comme ça le chemin, bah, je m'en fous en fait parce que ce qui me compte, c'est que là, j'arrive à À l'objectif qui est l'objectif. là. Donc du coup, il y a pas d'échec. Il y Du a coup, pas d'échec. il y a, des erreurs de parcours où il y a des leçons à apprendre, il y a des réajustements à faire, il y a à mettre peut-être plus de structure, de discipline ou quoi que ce soit, mais il y a pas d'échec. OK. Vous êtes rentré dans mon cerveau là. Partiellement dans le mien aussi, hein, Oui, voilà, c'est donc merci. On va aborder justement, bah, ce rapport au rôle de la mmh, famille dans la partie, entrepreneuriale et bah, tu viens de le dire d'ailleurs, on a une société qui est quand même ultra performante et poussée vers ça et on oublie souvent que la famille, c'est le premier endroit où mmh. on construit notre identité. Comment est-ce que tu perçois le rôle fondamental de la cellule familiale, notamment dans le rôle Alors, entrepreneurial? je vais partir de mon histoire à moi, donc il disait que il comprend ma réalité parce que tous les 3 on est donc, tous les 2 pourquoi tous les 3 qui Parce est que la c'est troisième trois, personne? oui, mais Merci. parce que voilà. Donc du coup, tous les 2 on est la base 3 énéagramme, donc on est, dans une logique justement d'objectif et l'échec n'existe pas pour nous. Hem et dans justement dans ma construction, j'ai un besoin de reconnaissance et quand j'ai travaillé justement dans la connaissance de moi-même avec l'énéagramme, et qu'on a défini un peu, bah, ce profil et qu'est-ce qu'il est, il y avait justement ce fait d'être reconnu dans un, schéma de réussite par les personnes référents et quand on me prenait le schéma sociétal avec un côté très matérialiste, avec un côté, réussite sociale, je me disais: «Bah non, je suis pas du tout une base 3 parce qu'en fait, bah, moi je m'en fous du matériel, je m'en fous d'avoir une belle voiture, je m'en fous d'avoir, enfin, je j'ai pas ça». Et du coup, je suis allée chercher plus loin et en fait, je me suis rendu compte que, la reconnaissance de pour moi, qu'est-ce qui est, comment reconnaître que je suis une bonne personne ou que j'ai réussi, c'était en fonction des critères que mon système familial définissait. Et donc, ayant un papa entrepreneur, c'était que lui reconnaisse que j'étais une bonne entrepreneur. Donc j'ai tout construit mon truc dans ce sens-là. Donc en fait, pour moi, le foyer familial, enfin le noyau familial est vraiment très important parce que du coup, il a construit véritablement dans l'analyse que j'ai fait, il a vraiment construit qui je suis et comment je le fais, enfin comment j'incarne ce que je suis
parce que, bon, c'est plus le cas maintenant parce qu'on l'a bien travaillé, hein, mais pendant très longtemps, j'ai cherché à avoir la validation de mon père qui me Ouais. reconnaisse comme entrepreneur. Donc tout mon tout mon système familial était, ce qui a porté, l'entreprise. Hem Donc déjà, il y a ce côté de là où on vient, donc si on le transmet à d'autres personnes, c'est que déjà, beh, au niveau de la famille, avant, donc Les de ascendants, des du coup? ascendants, donc au niveau du système familial justement, quelles sont les croyances par rapport à l'entrepreneur? Enfin moi, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas du tout dans leur, système familial, des entrepreneurs. Au contraire, des gens qui ont resté toujours toute leur vie salariés ou fonctionnaires ou quoi que ce soit. Ça a forcément un impact quand je dis: «Bonjour, voilà, nous sommes en France, en situation de crise et du coup, j'ai envie de faire une auto-entreprise» et là, bah, tous les gens qui nous aiment vont crier de: «Inconscient, fais pas ça, va prendre la sécurité, reste fonctionnaire, va faire des concours», enfin, avoir une sécurité. Donc déjà ça influence déjà Bien sûr. au niveau de déjà, dans quel, critères on a grandi, dans quel système on a grandi, qui va nous apporter des croyances sur l'entrepreneuriat et sur même la vision du travail. Ce truc de une croyance qui est très forte dans le travail, c'est que de toute façon, je vais définir ma réussite au nombre d'efforts et de à quel point j'ai souffert ou à quel point ça a été dur pour mériter ce que j'ai. Ça, c'est une Ça croyance s'appelle qui la méritocratie. et ça, c'est bien on l'a bien chez nous, Oui, quoi. oui, En France, on est très, très bon pour on est ça. très bon pour ça, ouais. Donc, bah, plus je vais en chier, plus je mériterai le billet que j'ai à la fin, quoi. Donc, du coup, non. Mais c'est des choses qui nous ont qu'on a été transmis, en fait, déjà dans notre éducation. Et ensuite, beh, comme j'accompagne des femmes, heu et j'accompagne, à 99,9 des femmes, hétérosexuelles. L'une des premières questions que je pose dans mon audit entrepreneurial, c'est: «Quelle est la position de ton conjoint par rapport à ton projet entreprise?» Et c'est la suite de ma question, Ben, justement. En effet, c'est quand je parlais du cercle familial, il y a bien sûr les mmh. loyautés et pour le coup, les loyautés, on va Ça, en on va parler le après. travailler, c'est Mais, important. c'est quand je parle de la cellule familiale, bah, c'est les personnes avec qui on Ouais vit au et là, quotidien. voilà et ça, Donc, c'est le conjoint, les enfants, et cetera. ah ouais, ça, c'est hyper enfin, je dis pas que c'est pas possible d'entreprendre sans avoir le soutien ou la présence du conjoint, mais je vais parler encore une fois de ma fenêtre, c'est en tant que femme, nous sommes quand même dans un système encore qui est très patriarcal, où on va demander à la femme de prendre quand même une grosse partie de la charge mentale et de l'organisation du foyer. Si en face le conjoint, bah, il considère que ça ne le concerne pas, ça va être quand même difficile dans le lancement d'une activité, qui demande quelque chose quand même de très chronophage et qui va quand même demander un bout enfin l'entreprise, on va travailler bien longtemps et faire beaucoup de travail avant d'avoir les premiers clients. Et oui. Donc il faut avoir une disponibilité. Il faut des fois peut-être avoir des horaires qui sont pas vraiment des horaires de bureau. Mmh. Et que du coup, bah, est-ce que le conjoint, il est prêt à faire plus que ce qu'il faisait jusqu'à maintenant quand finalement, bah, la madame était soit à la maison, soit avait des horaires peut-être des fois un peu plus, tranquilles. Est-ce qu'il est prêt à sortir de sa petite zone de confort pour faire ça? Et ça a une grosse influence en fait, ça a une grosse influence. Et c'est d'ailleurs encore plus parlant, tu vois? Moi, je pense aux créateurs d'entreprises que je suis en train d'accompagner, que tu as Mmh. peut-être toi aussi. Et d'ailleurs, professionnellement, c'est notre cas à tous les 2. On travaille depuis notre lieu de vie. Oui, on est chez moi Et là, voilà, donc là, on est, voilà, dans une annexe chez toi. Moi, je travaille de chez moi ou alors je me déplace chez mes clients, mais mon deep work, enfin tout ce que je fais, Mmh, en dehors du coaching à proprement parler, je le fais de chez moi. mmh. Et donc c'est vrai que c'est une difficulté supplémentaire pour le conjoint de se dire: «Bah, attends, tu es à la maison, Bah oui, tu pourrais faire quand bah même». oui, 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 oui. Sauf que, bah, oui, mais on est en train de travailler. Alors, ça, c'est quelque chose et j'ai toujours travaillé de chez moi, hein, même quand dans mon autre entreprise, Mmh enfin, mh. comme toi, je faisais les rendez-vous mariés chez les mariés, mais je faisais pas les mariages chez moi, mais je travaillais de chez moi. Quand j'ai commencé ma première entreprise, j'étais enceinte de Johan et donc du coup, j'avais déjà, Lilou et Anto et David, comme mari, ça change pas. Il a fallu quand même, au début, expliquer que c'est pas parce que j'étais à la maison que j'étais disponible. C'est pas parce que je suis à la maison. Et ça, c'est pour moi ce qui va faire aussi parce qu'on parle beaucoup du conjoint, qu'il faut qu'il soutienne, est-ce qu'il adhère au projet? Mais il y a aussi le cadre et les règles, la structure que moi je veux imposer. C'est-à-dire que Mmh. finalement l'autre,
il reste dans son schéma habituel, dans ses habitudes. C'est moi qui impulse un changement, donc c'est à moi de fixer les nouvelles règles avec lui et de lui faire comprendre que, bah, ces règles-là ne sont pas négociables. Donc après moi j'ai la chance, je dis chance parce que malheureusement c'est pas pour le cas pour tout le monde, ça m'énerve de dire chance, mais d'avoir un mari qui, fait sa part et que les choses sont très équilibrées. Donc ça c'est voilà, c'est de façon naturelle, il y a pas à imposer. Mais quand même des fois, il faut un petit peu réajuster en fait. Il faut des fois rappeler: je te rappelle, je suis en train de travailler là, je ne» voilà. Hem et donc, par exemple, je me faisais quand j'emmenais les enfants à l'école, du moment où les enfants étaient posés à l'école, quand je re-rentrais dans la maison pour aller travailler, je partais du principe que David, lui, il était dans un bureau à l'extérieur, donc il pouvait pas, étendre la machine ou vider le lave-vaisselle ou penser au repas. Ben moi, c'était pareil, en fait. Même si je rentrais dans la maison et que le petit déjeuner j'avais pas eu le temps de ranger, débarrasser avant de partir à l'école, Mmh. ben ça restait jusqu'à la fin de la journée. Ouais. Je suis en train de travailler. Ah ouais, je suis en train de travailler, je ne suis pas en train de gérer le quotidien de la maison. Ce temps-là, parce que justement j'essayais de travailler le temps où les enfants étaient à l'école, donc si je commençais à faire ça, ben en fait il était allé chercher, j'avais pas bossé sur mon entreprise. Donc du coup, c'est vraiment du moment où le cadre il est posé et c'est comme ça en fait. Ça va être, là, j'ai envoyé un message avant de commencer parce que Johan va rentrer du lycée. Je lui ai envoyé un message en lui disant: «Je suis en live avec, Gaël, donc du coup, ne viens pas, Mmh. me parler quoi que ce soit». Parce que même s'il a grandi avec une maman qui a toujours travaillé de la maison, parce que sur le coup, lui, il a vraiment, toujours été avec ce process-là, enfin, cette maman-là, bah, il va avoir de temps en temps ce truc-là en tant qu'ado, «Ah bah, alors en visio, c'est bon, je rentre, je m'assois là», et dès que je le regarde: «Ah, en fait, maman, en fait». Bah, non, en fait, je l'ai chopé, je lui ai dit: Mmh «Non, en mh, mmh. fait, Johan, quand je suis en train de travailler, que je suis dans le bureau, que le bureau est fermé, tu n'as pas à rentrer». Et ça, c'est pas aux autres de le comprendre. C'est à moi, De le en tant poser. qu'entrepreneur, de le poser et de poser les règles. C'est mon cadre de travail, en fait. Donc c'est OK. aussi de prendre une posture sur ça. C'est comme avec les clients, hein, pareil. Oui, tout à fait et en effet, c'est tout un cadre, à réinventer, à Ah ouais. réimaginer quand, on démarre notamment la vie d'entrepreneur Mmh. et si tu avais un petit tips comme ça pour les personnes qui nous regardent et qui sont professionnelles et qui ont justement cette difficulté-là à gérer ce rapport, familial parce qu'ils travaillent de chez eux ou alors parce que, le conjoint ou les enfants ne comprennent pas que je suis en train de travailler alors que, je devrais être en famille. Qu'est-ce que tu pourrais donner à juste à un petit conseil là, tu vois? Comme le fait de poser ou quelque chose? Bah, ça pourrait être intéressant de poser les règles, en fait, tout simplement, de les écrire comme on pourrait, moi je l'ai fait quand mes enfants étaient Oui, ados, c'est à partir le en règle de live, la tu vois? maison, quoi. Ouais, les règles de la maison, ben c'est aussi de poser, en fait, voilà, là, les règles, elles sont comme ça, même les afficher sur le frigo, les rappeler, en fait, quand, bah, il y a une règle qui est pas été pour moi, je le prends vraiment comme un manque de respect sur mon travail, en fait. Donc je vais le reposer, en fait et c'est des fois, on a l'impression de répéter, mais c'est ça, en fait, le principe de l'éducation, c'est de répéter. Donc bah, de quand ça commence un peu à se ramollir, de redire: «Ah non, mais là, je te rappelle, en fait, là, je suis en train de travailler». Donc le tip, c'est vraiment de pas hésiter à répéter et de respecter nos propres règles, en fait. Mmh. Je pense que si on veut que l'autre les respecte, il y a aussi qu'on les respecte nous, C'est la base. la base. Très bien. Hem, alors, on a abordé justement le principe de la famille et le fait que, bah, la famille pouvait, ne pas comprendre Ouais. comment on travaille. Et je vais aller de l'autre côté et te poser la question du coup d'aller vérifier, est-ce que la famille, selon toi, c'est encore un refuge, un ancrage, face à la pression extérieure? Ou est-ce que c'est juste un stress additionnel pour un entrepreneur? Ça dépend tellement de la famille, en fait. Ça dépend grave de la famille parce que, bah, si je te prends la mienne, vu qu'on est tous entrepreneurs, enfin, à un moment donné, j'ai un père entrepreneur, mes 2 sœurs sont entrepreneurs, mon fils est entrepreneur, donc en fait, même si on n'a pas du tout les mêmes métiers et même peut-être même pas la même façon d'entreprendre, on se comprend quand même. Mmh. Enfin, il y a quand même une communication, Il y a une enfin, base il y commune, a ouais. une base commune en fait. On sait ce que c'est un chiffre d'affaires, on sait qu'il peut y avoir des variations, donc on sait de quoi on parle, quoi. Hem, Par contre, moi David, ça fait, 25 ans qu'il travaille dans la même entreprise. Donc il est sorti du lycée, il est entré dans un contrat, il est au même, enfin dans la même entreprise, même s'il est monté en grade, mais sur le coup, David lui, ses parents n'ont pas du tout été entrepreneurs, donc on n'a pas du tout la même, perception, du travail. Alors aujourd'hui il est cadre, donc je trouve qu'avec le cadre, il y a quand même un truc à un moment donné où,
Entre un cadre et un entrepreneur, ça peut être quand même, très proche au niveau de la pression, la place du travail en tout cas. Tout à fait. Je trouve quand même qu'il y a des trucs qui sont similaires. Mais, moi j'ai besoin aujourd'hui d'avoir ma ressource, familiale pour être ancrée et alignée dans mon entreprise. Alors autant mon entreprise, faut l'avouer, est une stratégie de gestion de mon stress quand il se passe des trucs pourris dans la vie perso. C'est-à-dire quand il y a des choses qui sont pas, foufou, j'ai une stratégie d'évitement trop géniale en me mettant focus dans le travail et c'est vrai enfin, je le sais et j'en ai conscience, hein, quand il y a un truc qui va pas, c'est, OK, je vais bosser. Mais est-ce que c'est pas une stratégie commune à beaucoup d'entrepreneurs, ça? Ah ça, certainement! Mais en tout cas, ça marche hyper bien. Il faut savoir qu'en état de crise personnelle, je suis méga efficace dans mon travail. Voilà, je suis très, très bonne pour la stratégie d'évitement. Et en même temps, pour être bonne dans mon entreprise, pour pouvoir être compétente et dans mes accompagnements, dans ma disponibilité, avec mes clients, j'ai aussi besoin justement d'avoir cette ressource et cet ancrage dans ma vie perso. Et comme tout avance en fait, par exemple la transition entre mes 2 activités entrepreneuriales, elle s'est faite aussi parce qu'il se passait des choses dans ma vie perso, que du coup j'ai ancré des changements personnels, qui du coup faisaient que dans ma vie perso, j'étais plus alignée enfin dans ma vie pro, j'étais plus alignée à faire des mariages. Donc ma vie personnelle et ce qui se passe dans ma vie personnelle est autant une ressource qu'un espace de transformation dans ma vie Mmh, pro. Enfin, tu vois, c'est lié, ça se dissocie pas, quoi. tout à fait. D'où le principe de holistique. Mais oui et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, je fais ce métier-là, mais en fait, je sais pas ce qui peut se passer dans les prochains mois, dans les prochaines années, qui font que peut-être je vivrai quelque chose dans ma peut-être pas, hein, moi ça me va de rester comme ça. Mais peut-être que si il se passe des choses qui feront que du coup, ce que je fais aujourd'hui ne fera plus sens et me donnera envie de faire autre chose autrement, quoi. Et c'est OK. Enfin, ce qui est sûr, c'est que je resterai chef d'entreprise. Il y a pas de doute. On va parler justement des défis simples du quotidien. Tu parlais de la vaisselle tout à l'heure. Ouais. Si on prend le quotidien d'une famille lambda, Mmh, les repas, les devoirs, les couchers, la lessive, la vaisselle et cetera dont tu parlais tout à l'heure, mmh. qu'est-ce qui, selon ton expérience, est le défi émotionnel le plus simple, mais le plus récurrent que les parents rencontrent? Tu sais, celui qui pompe toute l'énergie de l'entrepreneur. Les parents, Ouais, en tant que moi, des en parents tant et vis-à-vis du pro. qu'entreprise, en tant Mmh, qu'entrepreneur, parents en même temps, oui. Qu'est-ce qui pompe à le plus d'é l'école. l'école? Ah ouais. C'est quoi la qu'est-ce qui Je fait que ça travaille génère? pas de la même façon et pas avec la même énergie. Alors moi aujourd'hui, j'ai plus que Johan, hein, qui est, mais sur le coup, il est en première, donc il va dans des écoles dans des classes quand même assez importantes. Mais quand même, quand j'avais les 3 qui étaient scolarisés, je travaille pas avec la même énergie, la même disponibilité et le même enfin la même chose quand il y a la période scolaire et la période des vacances scolaires. D'accord. Il y a par exemple sur la période, d'été, les 2 mois où du coup tu entres en vision, il y a pas de devoirs, il y a rien, Ouais, donc ouais. c'est cool. Bah, en fait, j'ai l'impression de pouvoir être pleinement en fait, je vais pouvoir, plus structurer dans le sens où je vais pouvoir être pendant un temps pleinement disponible dans mon entreprise parce que, ben, je m'en fous de à quelle heure on mange, je Quelle heure m'en il se fous, lève? les devoirs, à quelle heure ils se lèvent, enfin bref, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Et du coup, bah, je vais poser des vacances, donc du coup, je vais pouvoir me dire: «Ouais, je vais être hyper focus dans le travail là parce qu'après pendant 3 semaines, je vais pouvoir être en vacances». Que pendant l'école, il y a quand même, un côté où, bah, il y a une structure à poser, quoi. Mmh. Enfin, voilà, il faut quand même manger pas trop tard, il faut quand même, voilà, il y a bon, moi, il est grand maintenant, j'ai plus trop merci, je détestais les devoirs, donc je suis très contente que j'ai plus besoin de gérer ça. Mais bon, il y a pas le même contrôle, quoi. Mais ouais, pour moi, dans le rôle de parent, c'est la scolarité va avoir un impact dans ma décision et peut-être parce que je suis une maman et que je suis pas papa, tu vois? Genre encore une fois, est-ce que, Bah, ma question, c'est aussi par rapport aux expériences que tu as vécues en accompagnant des mmh, entrepreneurs. Est-ce que c'est aussi ce qu'ils faisaient ressortir dans alors leur, beh, sur les derniers, personnes là que j'ai accompagnées, justement quand j'en arrive au plan financier et qu'on calcule, le chiffre d'affaires, possible maximum à faire en fonction des tarifs, en fonction de mmh, l'emploi du temps qui est posé, beh, comme j'accompagne des mamans, j'accompagne aussi des mamans qui sont souvent en garde alternée. oui, Et beh, forcément
les temps de scolaire et les temps des vacances, les temps garde alternée vont avoir un impact sur Un le chiffre impact. d'affaires. Mmh. Parce que, bah, quand je suis maman solo et que, j'ai 2 ou 3 enfants qui sont, primaire, collège, bah, je vais peut-être pas pouvoir travailler au même rythme et la même, intensité que la semaine où j'ai pas mes enfants ou quand il y a les vacances ou quand il y a pas les vacances. Donc ça a vraiment un impact, en fait, aussi l'âge des enfants. L'âge des enfants, on va pas donner la même disponibilité avec quand j'ai des petits de 3-4 ans et quand j'ai des gamins de 16-17 ans. Bien sûr. Tu vois, c'est pas la même, mon emploi du temps et le rythme de travail a évolué aussi avec l'âge de mes enfants. OK. Enfin, Ce qui est logique, hein, ce qui est logique, voilà. quoi. C'est pour ça aussi de se dire que c'est pas figé, en fait. Une relation d'entreprise, elle est pas figée, elle va évoluer, quoi. OK. Ouais, Merci. mais est-ce que c'est parce que je suis maman? Tu vois? Je me dis, Non, ça fait sens, moi aussi, avec les mmh, expériences que j'ai rencontrées. En effet, alors moi, je suis peut-être, un petit peu plus sur des personnes qui ont déjà développé des oui, entreprises. toi, tu es Je suis, plus plus souvent loin dans leur parcours. Mmh, avec le chef d'entreprise qui a déjà une entreprise. J'ai fait des créateurs, mais j'en ai beaucoup moins et en fait, le profil assez récurrent, c'est qu'en effet, ils ont alors soit des enfants en bas âge, mais en l'occurrence, le conjoint a un emploi salarié, voire même fonctionnaire et cetera et du coup, bah, c'est facile pour eux de s'en occuper. Soit, et beh, les enfants sont grands mmh, et ils ont décidé de lancer l'entreprise. Les enfants étaient un peu plus oui. grands donc Faut savoir quand même pour la petite histoire, anecdotique de mon parcours, c'est que, quand je crée mon entreprise en 2008, je décide d'avoir mon entreprise, je sais pas, genre c'est en septembre-octobre. J'apprends que je suis enceinte, en décembre, donc le projet est lancé, enfin voilà. Et dans mon idée, bah, David ayant un emploi stable et quoi que ce soit, ayant, bah, déjà 2 enfants et un projet, même si on pensait pas que ça allait si vite, mais un projet de 3e enfant, il y avait vraiment cette dimension de, bah, presque ça va être un passe-temps. Tu vois? Presque, bah, c'est cool, c'est sympa, je vais faire ça, bah, le temps de mon en même temps de ma maternité, profiter des enfants, être présente vu que la sécurité financière est portée par, David, donc du coup, je mmh vais pouvoir le faire un peu en tranquillou bilou. L'histoire racontera que du coup, pas du tout, que que très rapidement mon âme entrepreneuriale a pris le dessus et que c'est plus du tout enfin, ça n'a même jamais enfin, à part dans l'illusion du projet, ça n'a jamais été une activité, de de loisir, quoi. loisirs. Ça a toujours été, une vraie entreprise avec un vrai investissement. Mais du coup, ce qui est drôle, c'est que quand on pose les termes de l'entreprise, tu vois, au tout début et qu'on va mettre cette dynamique-là, pourquoi je deviens entrepreneur? Et c'est vrai que j'ai beaucoup de femmes qui vont entreprendre, même si maintenant j'ai quand même beaucoup de profils de femmes, comme je disais, maman solo, mais il y a vraiment une notion que pour quelle est la dynamique? Est-ce que j'entreprends pour, faire un complément de salaire ou est-ce que j'entreprends pour que ce soit un vrai salaire avec une vraie sécurité financière derrière. Donc déjà, l'intention de création n'est pas la même et Pas la la même même, chose dans l'organisation familiale aussi. complètement. Tout à fait. OK. Hem, N'hésitez pas à réagir, hein, si vous avez des questions, vous pouvez les poster, je peux les intégrer dans l'interview. Vous avez la possibilité de le faire. Heu, on va faire la transition justement sur la partie alors toi, tu disais tout à l'heure que, entrepreneur et cadre, Mmh, ça peut avoir une ouais, similarité. Moi aussi enfin, je suis complètement d'accord avec ça et d'ailleurs, justement, moi, je les regroupe mmh, sous le terme de leader. mmh, Donc, quand, je présente mon activité, je dis que j'accompagne les leaders mmh, et en fait, pour moi, les leaders, c'est le chef d'entreprise et les cadres, mmh, les managers, enfin les personnes qui ont des postes à responsabilité du moins, entre guillemets. Donc justement, et ben, on dit souvent que diriger une entreprise, c'est comme diriger une famille. On doit amener de la douceur et du cadre, de la sécurité et du dépassement de soi. mmh. À quel moment le stress ou le déséquilibre à la maison bascule-t-il et commence à saboter les décisions au bureau, ce qu'on appelle l'amour toxique? Alors, moi je crois que, hem, je garde moi je disais tout à l'heure l'histoire de la stratégie d'évitement et que du coup Mmh, je vais me faire focus sur le travail. Il y a qu'un sujet où, ça fonctionne pas, c'est quand, je traverserai une crise de couple. En fait, c'est quand même une crise de couple qui m'a entraîné à un changement, d'entrepreneuriat quand même. Donc,
Je sens que, quand ça vient toucher, l'intérieur de mon couple, ça peut avoir un impact dans mes décisions entrepreneuriales. Je me sens moins d'énergie, je sens que, heu, ouais, comme si, tu sais, il y avait un trou énergétique et que du coup, c'est Mmh. enfin, C'est bloqué ça quoi, ouais. voilà, parce que, bah, justement, hem, David fait partie pour moi d'un de mes piliers, sécures et que du coup, bah, quand ça va pas, ça peut être un peu, dissonant pour moi ailleurs. Après, à part ça, pareil, du coup, je le sais. Donc, j'y travaille pour que justement, il y ait pas ça et puis surtout, je travaille surtout à pas avoir de crise de couple, en fait, tout simplement, c'est aussi pas mal. Ça aide. Ça aide, mais bon, on sait très bien dans un mariage que, voilà, qui Oui, traverse le temps, on y traverse. la vie n'est pas toute rose tous les Voilà, jours, c'est ce ça. serait même chiant, hein, Ouais, si ouais, ouais. Après, bon, j'aimerais bien des fois que ce soit un peu chiant, mais voilà, c'est pas pour cette vie un pour petit moi peu, donc voilà. voilà. Mais sur le côté, j'ai plus souvent l'impression que l'erreur de l'entrepreneuriat, là je parle pas forcément de moi, même si je l'ai fait, mais sur les personnes que j'accompagne, j'ai plus souvent l'impression que c'est, l'amour toxique envers son entreprise qui va avoir un impact sur la vie personnelle, qui va prendre trop de place, que la vie perso qui va prendre un impact sur la vie pro. Tu vois? Je Ou est-ce que presque j'ai plus de tolérance, je sais pas si c'est le bon mot, tu vois? Ou bah, en fait, oui, on peut traverser des deuils, on peut traverser des maladies, on peut traverser des Mmh, accidents de la vie qui font que, bah, on n'est plus en état, en fait. Moi, ça m'est arrivé, il y a 2 ans et demi où, bah, j'ai vécu quelque chose dans ma vie personnelle qui fait que, mon corps m'a dit: «Stop», en fait. Enfin, je l'ai fait 2 fois d'ailleurs, c'est trop drôle. J'aime bien répéter les choses. La 1re fois parce qu'il y a 3 ans, parce que je me suis fait opérer et que ma santé faisait que je ne pouvais plus travailler pendant 1 mois et demi. Et l'année d'après, à la même période, j'ai été aussi encore arrêtée pendant 1 mois et demi parce qu'il se passait quelque chose dans ma vie personnelle qui était tellement trop confrontant que je n'étais pas disponible émotionnellement et psychologiquement à accompagner des gens et que pour moi, c'est de ma responsabilité professionnelle de pas faire de la merde, en fait. C'est que je préfère et ça, c'est quand je propose mon enfin, que je pose mon cadre à un début d'accompagnement, de formation entrepreneur ou même dans ma charte, des retraites, que je pose. Pour moi, il est important que je mette toutes les ressources que j'ai à mon niveau pour être disponible et équilibrée au niveau psychologique, santé, émotionnel, physique, pour pouvoir être pleinement dans l'accompagnement des personnes que j'ai. bien sûr. Je préfère et ça a été le cas, je l'ai vécu il y a pas très longtemps, ayant cumulé, le décès de ma grand-mère, plus des annonces pas ouf chez ma mère, dans sa santé, j'ai fait le choix de me retirer de l'organisation d'une retraite parce que en fait, j'allais pas du tout être dans mes compétences, en fait. Enfin, les personnes que j'accompagne méritent que je leur donne le meilleur de moi-même et que quand je sens que que c'est pas ouf, j'essaye de réajuster, de mettre des choses en place, de prendre du temps, du recul, enfin de prendre soin de ma santé psychologique et physique pour pouvoir leur donner le meilleur. Et des fois, il y a des choses qui sont hors de ma portée et du coup, je préfère dans ces cas-là dire: «OK, là, je pense qu'il vaut mieux qu'on annule le rendez-vous. Je te le recale la semaine prochaine parce que là, en fait, je suis pas OK». Ça, c'est quelque chose que des personnes comme toi, moi, on peut avoir la possibilité de faire parce qu'on a aussi cette conscience de nous Ah ouais. et de notre énergie. Heu, Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil justement à l'entrepreneur qui peut-être lui est à fond dans l'opérationnel, qui a, 60 rendez-vous dans la journée, qui est en fait bloqué dans le piège du faire Ouais. et qui se dit: «Bah, oui, mais j'ai pas le choix, j'ai rendez-vous avec mes clients, si je fais pas ça, mon entreprise, elle va pas tourner Oui. et si mon entreprise, elle tourne pas, bah, je ramène pas à manger à la maison» et Alors cetera. moi, j'ai quelque chose qui est très, je vais essayer de le dire sans pleurer. Pas gagné. C'est que en fait, j'ai l'exemple de mon père et moi, j'ai entendu mon père toujours dire qu'il avait pas le choix. Enfin, Mmh. en 2018, on est en vacances en Guadeloupe, en famille et très bêtement, donc j'étais encore en train de faire des mariages, c'était en octobre, j'allais faire d'ailleurs ça, j'avais encore des mariages en Guadeloupe, donc j'ai fait des allers-retours et en fait, il faut savoir que je suis en train de marcher, dans l'herbe et mon pied glisse et je tombe, heu, très connement, hein, et je me fais une fracture de la malléole. Donc je suis envoyée enfin bref et au moment où je suis au sol, par terre, en train de
de crier de douleur, parce que ça fait très mal, il faut savoir, Très une mal, fracture de la ouais. malléole. Surtout quand tu es simplement en train de marcher dans l'air avec des tongs. Tu pas du tout préparé au truc. Et mon père se met accroupi à côté de moi et il me dit: «De toute façon, Manu, tu sais, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le droit de te casser quelque chose». Mmh. Et sur le coup, je me suis dit: «Mais il a pété un plomb lui, en fait. Je n'ai pas fait exprès, Pas fait exprès, je ouais. fais comment, en fait?» Et j'ai senti cette pression d'entrée de me dire: «Putain, quand ils vont faire la radio, il faut rien qui est cassé. C'est bon, c'est une entorse». Bon, vu le bruit de poulet que ça avait fait broyer, je me suis doutée que c'était pas une C'était entorse, pas hein. une entorse, ouais. Et au moment où ça a été d'ailleurs, mon père est resté avec moi aux urgences, enfin vraiment il était en panique, enfin il était aussi stressé que moi. Ce truc-là, ça a vraiment été une bascule pour moi dans ma façon d'entreprendre parce que, j'ai grandi vraiment avec ce truc où mon père, à partir de là, après il voulait être à la retraite, mais il disait: «J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Si je le fais pas, j'ai pas le choix». Il commençait à fatiguer et il continuait à dire, on lui disait: «Mais ralentis papa, ralentis papa, ralentis papa», et en fait, il a continué en fait à dire, «J'ai pas le choix, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix», jusqu'au moment où il a fait un infarctus Il a fait un impact. et que du coup, la vie l'a arrêté. Alors il est pas mort, je précise, mais ça l'a arrêté en fait parce que, à partir de ce moment-là, il a plus pu travailler, cash direct en fait. Et du coup, le conseil que je donnerais aux entrepreneurs, c'est que je me dis toujours: «On n'est pas chirurgien cardiaque en fait». Sur le coup de la grosse blague, tu vois? Mais le point, c'est que, est-ce que quand j'annule un rendez-vous là, quand je dis non à un client, quand je déplace ça, quand je prends du temps pour moi, est-ce que quelqu'un va mourir? Mmh. Et du moment où la réponse est non, il vaut mieux que je me préserve moi et que j'apporte le meilleur à mes clientes. Et c'est vraiment quelque chose où j'apprends de mon expérience et du coup de mon père aussi, c'est que je me suis dit: «En fait, il a pas voulu s'écouter et il a failli en mourir». Mais est-ce que d'un autre côté, quand je déplace là justement, est-ce que j'apporte pas le meilleur à ma cliente de dire: «OK, là je pense que cet après-midi, il faut vraiment que j'aille promener, que j'aille prendre un tour, que je prenne du recul sur tout ça pour que la semaine prochaine, quand je t'ai en rendez-vous, je te sois vraiment disponible pour toi et que je t'apporte vraiment du meilleur». Et là, vraiment, c'est la question. Est-ce que si je déplace mon rendez-vous, quelqu'un va mourir? Alors, c'est aussi, attention, ça fonctionne parce que j'ai une discipline et une valeur engagement très forte. C'est-à-dire que c'est pas tous les matins, je me dis: «Oh, j'ai un peu mal à la tête», du coup, je déplace mes rendez-vous, d'accord? C'est que je nuance mes propos. Mais tu vois, d'un autre côté, il y a Oui, oui, vraiment oui. les 2. Et j'étais vraiment et merci pour ce témoignage parce qu'on voit l'émotion qui est montée Mmh. et ça peut avoir une vraie importance pour les personnes qui nous écoutent parce que moi, je pense toujours, c'est le cas de 99 Ouais. des personnes que Ouais. j'accompagne qui sont dans le: «J'en fais trop» et puis il y a un moment, c'est mon corps qui va m'interdire. C'est mon corps qui va me dire, «Bah, non, stop», en fait, soit par, une maladie, soit par, une fracture ou quelque chose et toutes les personnes qui en sont arrivées jusque-là se sont toujours dit: «Ouais, mais à moi, ça m'arrivera pas» Ouais. Ah oui. Ah oui, mais complètement. et donc Moi, je suis j'espère, fort, voilà, moi, je sais bon, je sais, enfin. Mmh. s'il y a vraiment un truc que je peux, pour rebondir sur le témoignage que tu peux donner, si ça peut avoir un impact, ne serait-ce que sur une personne qui regarde cette vidéo, c'est vraiment ça, c'est de se dire, «On n'est pas des dieux, on n'est pas tout puissants ni des machines». Donc il y a un moment, le corps dira stop si On vous n'est avez pas pas la capacité de dire stop On n'est pas indispensable en et on fait, n'est pas on n'est pas, indispensable. enfin, comme je dis, à part le mec qui travaille, en chirurgie cardiaque aux urgences, où lui sur le coup, s'il décide de pas se lever le matin, il y a des gens qui peuvent vraiment mourir, et encore il a des gardes donc voilà. Heu, en fait, nous ça va quoi en fait, et ça c'est l'erreur que j'ai fait avec Manureva, hein, avec, Mmh. l'entreprise de mariage. C'est que j'ai été dans une hyper disponibilité avec mes clients, qui fait que, il y avait une urgence tout le temps. En fait, je me disais, Eh oui. et souvent l'erreur des entrepreneurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent, comme ils doutent un peu de leur valeur, ils se disent qu'il faut qu'ils donnent beaucoup, très rapidement, tout le temps pour que, c'est souvent le syndrome de l'imposteur qui vient chatouiller, pour que les gens se rendent pas compte que peut-être qu'ils sont pas autant génial que ce qu'ils pensent. Moi, aujourd'hui, je sais poser un cadre, ce qui fait que je tiens dans tout ce que je peux vivre. C'est que, voilà, je sais que j'ai un week-end par mois où je suis en retraite, mais les autres week-ends, Mmh. vraiment, je travaille pas. Enfin, C'est marrant que tu parles de ça. En fait, ça me fait penser à un des clients, il se reconnaîtra sûrement, heu, qui m'a dit c'est une croyance qu'on a posée et sur laquelle on va travailler, «Je suis au service de mon entreprise». mon Dieu. Ah, je la déteste celle-là. Mais tu sais, c'est pareil que mon entreprise, c'est mon bébé. Oui, c'est ça, mais en C'est fait, quand j'ai entendu ça,
ça vient justement Ah exactement à mais l'encontre de tout ce qu'on vient de tout ce que tu viens de poser. C'est que, en fait, l'entreprise, elle est là pour nous servir ah oui, et pas c'est la moi, ser je c'est esclave de mon ah ouais, entreprise, quoi. c'est je ça, c'est quelque chose que je répète, mais en boucle dans mes accompagnements. Ton entreprise est au service de ta vie, Mmh. est au service de tes projets, Et pas est au l'inverse. service de tes envies. Mmh. Mais c'est pas l'inverse, en fait. C'est moi la chef d'entreprise, c'est pas mon entreprise, quoi. Et c'est d'ailleurs le meilleur moyen pour détruire la famille derrière, Ah hein, ouais, sinon. ah ouais, non mais ça, c'est sûr, quoi. Enfin, Alors c'est qu'est-ce qu'elle me oui, dit, voilà. Alors c'est marrant que tu parles, à ce moment-là de Manureva, Ouais, puisque ouais, on a je vois, Emmeline je vois le début, mais je vois pas tout. qui nous dit, «Manu, as-tu d'autres projets de vie? Te vois-tu faire d'autres choses tout en restant entrepreneur?» Ce qui est quand même quelque chose d'assez, fréquent chez un entrepreneur, c'est d'avoir, Ouais, tout un tas alors, de choses qui tournent donc dans ma perception des choses, en fait, si j'avais un autre projet de vie, il serait déjà entré en cours. C'est-à-dire que je me suis rendu compte et faisant partie du monde du développement personnel, on parle beaucoup des rêves, voilà, des tu sais, de cette liste de choses qu'on veut vivre, et moi, je n'ai pas de rêve parce que, du moment où j'ai une impulsion et une envie, je passe à l'action directe. Ce qui fait que je fais beaucoup de projets en même temps, mais je vais à chaque fois au bout, par contre, hein. Je fais pas juste des idées. Donc, j'ai pas d'autres projets de vie. Pendant très longtemps, j'avais un projet dans mon ego de profil 3 énéagramme, d'être, dans la reconnaissance, presque un peu comme Manureva avait été, tu vois? Quelque chose où je suis vraiment reconnue, connue, genre, tu vois, genre avoir, des conférences à la Franck, Nicolas ou quoi, tu vois? Avec, 5 000 personnes dedans. Aujourd'hui, c'est plus des choses qui sont alignées à moi et alors je dirais pas non, attention, hein. Si on m'appelle comme je le propose, je dis pas non. Mais, je c'est plus un objectif quoi que ce soit. En tout cas, j'ai plus envie aujourd'hui, si j'avais un projet encore dans mon entrepreneuriat, enfin, j'en ai plein, mais un qui pourrait être un truc de long terme, c'est, arriver à avoir assez d'être assez reconnue dans le milieu pour arriver au point où j'étais arrivée avec Manureva, que sans communiquer, les clients viennent à moi. Que tu vois, que finalement, d'être assez connue et reconnue pour que ça vienne tout seul. Pourquoi? Pas parce que pour mon ego, mais pour le fait que ça libère du temps pour faire oui, d'autres d'autres choses. choses. C'est que si je levais tout ce temps que je passe à faire de la stratégie de com, bah, je pourrais le faire, aller faire du sport ou aller, manger avec mes copines ou, partir, faire des trucs avec mes enfants, parce que ça prend beaucoup de temps alors à la fois, j'adore ça, hein, faut le savoir, je suis très bonne stratège, j'adore ça, j'adore la com, quoi que ce soit, donc je pense qu'on en ferait toujours un peu, mais ça me prendrait moins de temps si en fait, c'est plus pour l'ego, c'est pour la flemme, tu vois? Le côté, «Ah ça serait trop bien». Et sur l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire que je peux avoir d'autres projets d'entreprise et toujours être entrepreneur, mais ça, je peux pas le dire aujourd'hui parce que je suis très ancrée au présent et du coup, je peux pas savoir la version que je serai demain ou dans 6 mois qui ferait que j'ai envie d'autre chose. Voilà. Merci pour cette réponse. T'en as dit quelques mots tout à l'heure et on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de la charge mentale. Mmh. Alors oui, la charge mentale, on parle beaucoup de la charge mentale des femmes, sans faire de Oui. sexisme, différentiel. Oui, c'est vrai que, les femmes représentent, beaucoup plus la charge mentale dans l'activité du quotidien. Ça ne veut pas dire que nous, hommes, on n'en a Non, pas, non, mais oui. Dans tous les cas, elle touche le couple, ça, c'est une certitude. ça, c'est sûr. Comment définis-tu ou quantifies-tu cette charge mentale invisible qui pèse sur l'équilibre du leader? Et Putain, c'est comment tes outils, aident le couple à repartir de cette charge de manière, plus juste et plus sereine? ben, on va parler de la communication, quoi. C'est que, étant donné enfin, déjà, il y a la charge mentale entrepreneuriale, je me fais la réflexion parce que je rentre du coup, j'étais à Marrakech encore hier en famille, donc j'ai pris 5 jours de vacances et du coup, une reprise d'activité quand on revient, il y a, bah, que moi aujourd'hui j'avais 3 séances de calé plus belle interview avec toi ce soir, mais il y avait aussi, bah, toutes les choses que je n'ai pas fait pendant 5 jours, même si parce que j'ai l'expérience d'entrepreneur, j'ai anticipé et Mmh. organisé plein de choses. Il y a quand même des choses qui se rajoutent avec des contrats, des trucs à faire, des appels, des ci, des ça et ce matin, j'ai senti ces trucs de
quand c'est que je vais faire tout ça? Tu vois? Enfin, à un moment donné, quand c'est que je vais faire tout ça? Je veux pas me surcharger, enfin voilà, le but, c'est pas de tuer les bénéfices de 5 jours de vacances en une journée. Ce qui arrive très souvent aux Très souvent, entrepreneurs, très hein. souvent. L'expérience fait que je sais, donc du coup, j'ai optimisé mon temps et quoi que ce soit et surtout j'ai priorisé. Enfin, c'est la base du truc, c'est encore une fois, qu'est-ce qui est urgent et important à faire là, à l'instant T et qu'est-ce qui peut attendre, peut-être, bah, lundi matin. Donc moi, ce que je fais la première chose dans mon organisation, c'est que dans mon emploi du temps de travail, j'ai des créneaux qui sont fermés pour la partie entrepreneuriale. C'est-à-dire que quand, ma semaine, donc je travaille aujourd'hui du lundi au vendredi 9 heures au vendredi 17 heures, ce n'est pas ouvert à tous les créneaux. C'est-à-dire que mes clientes ne peuvent pas réserver ces créneaux-là tout le temps. C'est-à-dire que le lundi matin et le vendredi après-midi, sur l'organisation, ça a été calé en fonction de l'agenda de Johan. Donc c'est-à-dire que, bah, étant donné qu'il est au lycée, les emplois dans les dernières, c'était pas les mêmes jours. Quand Johanna a eu son emploi du temps au mois de septembre, j'ai réorganisé mon emploi du temps parce que, bah, du coup, bah, le mardi, mercredi, jeudi, il finit à 18 heures. Donc en soi, bah, du coup, j'ai pas plus besoin du mercredi Ouais. après-midi parce qu'il est en cours. Donc bah, j'ai libéré le mercredi. Enfin voilà, j'ai fait autrement. Donc j'ai organisé en fonction de à quel moment moi je suis opérationnelle, à quel moment je suis opérationnelle à être dans l'échange et dans le partage avec quelqu'un, à quel moment je préfère travailler de moi toute seule sur mon canapé avec mon ordi et faire ma compta, pas trop, mais ma compta, ma com, mon administration, tout ça et tout. Donc à quel moment je vais faire ça et à quel moment du coup je vais pouvoir être ouvert à l'autre. Donc bah, aujourd'hui, pour la version, de l'année scolaire, 2025-2026, je n'ai pas de créneau de rendez-vous le lundi matin et je n'ai pas de créneau de rendez-vous le vendredi à partir de 13h30. Donc déjà, j'ai géré ma charge mentale entrepreneur pour que ça rentre dans ma semaine de travail. C'est pas j'ai mes rendez-vous clients et dans mon temps libre de ma vie perso, je prends du temps pour mon Dans entreprise. l'entreprise. C'est les tâches entrepreneuriales font partie De la semaine. de ma semaine de travail. Donc déjà, premièrement. Et ensuite, par rap C'est marrant que tu abordes ce point-là parce que ça fait partie des choses que j'ai posées lors de l'atelier de, Work Better ouais, que j'ai fait à 15 jours et où on m'a justement parlé du deep work qui est, bah, à quel moment je réfléchis sur ma vision d'entreprise et sur les décisions qui vont faire que mon entreprise va évoluer, où il y a un virage à prendre, où il y a une décision à ouais, prendre et c'est pas sur le temps de famille, ouais. quand je suis assis autour du repas, à ne pas écouter mes enfants ou Ah ma non, ça femme. c'est Il y a un moment, il faut que ce soit calé dans la semaine ah oui. et j'ai presque envie de dire toutes les semaines, Ah bah oui, moi parce que c'est sinon ça fonctionne tous pas, les quoi. lundis matins, Johan il commence à 10 heures, donc je le réveille à 9 heures et après il part, tout seul. Bah, à 9h30, je suis dans mon bureau jusqu'à 14 heures que je commence ma première séance de la semaine. Il est consacré à que de la partie du métier entrepreneur, en fait et j'adore ça, en fait. Enfin, c'est un rendez-vous de moi à mon De toi à entreprise, toi. qui a un rituel qui est mis en place et qui permet aussi, de poser les choses. Il y a tellement de personnes quand je les accompagne, quand je leur demande leur emploi du temps, elles me disent: «Ah non, mais de toute façon, ah ouais, ouais, je vais ouvrir, 35 heures de séance». OK, mais du coup, quand tu sais que tu vas faire ta compta, quand tu sais que tu vas faire ton administration, quand c'est: «Ah ben je le ferai le soir quand les enfants ils sont couchés devant la télé ou pas». Ouais, Mais pas du tout, en fait. non, Mais pas du tout. Ça introduit dans la semaine, en fait, parce que le soir, prends ce temps-là pour être avec, toi-même ou avec tes copains ou avec tes enfants ou avec ton enfin, tu vois, c'est un temps de soi, enfin, c'est pas partie de ça. Ça, c'est un truc aussi que j'ai appris de mon père parce que, par exemple, il pouvait faire 60 heures de semaine par semaine, mais par contre, par exemple, le dimanche, c'était un jour enfin, c'est sacré, quoi. c'était On travaillait sacré, ouais. pas le dimanche, quoi. Donc c'était qu'1 jour, mais il y avait, toute cette partie-là et par rapport au couple, je pense que c'est très important et je pense que tu es d'accord avec moi, c'est la communication dans le sens où, dans le couple, l'autre n'est pas dans la réalité entrepreneuriale. Il est pas dans la réalité de la fluctuation d'activité, de la pression du chiffre d'affaires, de fait que d'un coup, pourquoi il y a des clients, enfin, il est pas dans cette réalité-là. Donc c'est aussi de lui dire: «Écoute, là, par contre, en ce moment, j'ai un gros pic d'activité, donc je vais pas pouvoir gérer ça, ça, ça. Est-ce qu'on peut revoir l'organisation de la famille pour pouvoir réajuster avec les connaissances, quoi que ce soit?» Quand je dis
J'ai réadapté mon emploi du temps, mes heures de rendez-vous en fonction de l'agenda de Joanne à la rentrée. Ça a été aussi de se poser avec David. Il travaille des fois à Marseille, des fois ailleurs, des fois de la maison, télétravail. Ben, c'est de pouvoir, OK, ben, quand c'est que moi, je peux, par exemple, aller chercher Joanne à 18h, quand c'est que toi, tu peux y aller. Et on réajuste, en fait, quoi que ce soit. On se pose et on reprend l'organisation. C'est que si je veux qu'il prenne une partie des choses, il faut qu'il soit au courant, en fait. Parce que sinon, c'est la meilleure façon de ah ben, il fait pas. D'aller au Mais oui, mais de clash, l'autre ouais. côté, si j'attends que lui, il devine ma réalité. Moi, j'ai eu l'année dernière quand la partie formation, il y a une grosse partie qui est prise en charge par les CPF, par les enfin voilà, par les OPCO, quoi que ce soit. Et le centre de formation Calliope avec qui je travaillais avant mettait un délai de ouf à me payer. Mais genre, je pouvais avoir des délais de 3, 4, 5 mois. Donc ma trésor, j'avais mon chiffre d'affaires, mais ma trésor était toujours en décalage. Et du coup, ça mettait une lenteur de ouf. Ben, à un moment donné, il a fallu que je pose à David, en fait, que, ben, en fait, là, j'ai tant d'argent dehors, mais là, à l'instant T, je l'ai pas, Je l'ai en pas. fait. Et je sais pas quand c'est que je vais Mmh. l'avoir. Ben, il faut réajuster, en fait. Il faut pouvoir parler. et L'autre, et il le sait pas. et tu vois, on a parlé tout à l'heure de charge mentale qui Mmh. était à tendance plus féminine que masculine. J'aimerais aussi, ajouter ça, encore une fois sans faire de sexisme, c'est que mesdames, vous avez un petit peu tendance à penser qu'on lit dans votre Mais tête. oui, Donc mais alors ça m'énerve. que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez conjointe d'un entrepreneur, les choses, faut les dire parce que sinon ça marche pas. Mais bien sûr, c'est que en fait, je enfin, le fait que, David, il soit dans une réalité complètement différente de la mienne sur la vision du travail. Aujourd'hui, David, ça fait, 18 ans qu'on est ensemble, donc depuis, depuis tout le temps, en fait, il m'a connue entrepreneur, hein. Les 3 premiers mois où on était ensemble, j'étais, salariée, quoi. Donc il a quand même été, finalement dans cet univers-là. Aujourd'hui, il comprend, il y a des choses, voilà, qu'il sait parce que ça fait partie de son truc. Mais il a fallu quand même que je lui explique, en fait, aujourd'hui, quand je vais le voir en disant: «Putain, là, c'est bon», ça arrive plus parce que maintenant je suis dans un super centre de formation en partenariat, donc elles sont trop géniales. Mais avant, voilà, c'était lui poser, en fait. C'est pas que mon entreprise, elle marche pas, c'est que là, il y a un problème de trésor, il y a ci, il y a ça. Enfin, il peut pas deviner. Il peut pas deviner que, bah, là, en fait, je suis pas disponible à discuter avec lui, ou je suis hyper stressée, ou je suis hyper ci, parce que, bah, l'après-midi, je suis pas content de ma séance, ou, j'ai vécu, par exemple, une retraite. Quand à un moment donné, je rentrais de retraite, alors que pourtant il a l'habitude parce que, bah, en soi, avec l'événementiel, c'était un peu pareil aussi, les coups de pression. Pendant 2-3 retraites d'affilée, je rentrais le dimanche soir, je me charclais la gueule avec lui. Mais je fais: «Pas possible, en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi?» Tu vois? Pourquoi c'est ça? Et en fait, on s'est rendu compte en discutant que, ben, la dynamique du couple avait changé, et que, du coup, bah, lui, il était en resté, pendant, 2 jours et demi, 3 jours, bah, dans son rythme à Dans sa lui, bulle, ouais. dans un flow hyper lent où il y a Joanne, mais Joanne étant très, solitaire aussi, ils sont chacun dans leur grotte et tout. Moi, j'arrive avec mon énergie où j'ai vécu des choses hyper intenses, hyper émotionnelles, et que étant donné qu'il est ma ressource, bah, j'ai envie de dire: «Ah, c'est bon, je peux tout déposer». On n'était pas dans la même énergie du tout, quoi. Lui, il avait se dire: «Oh putain, enfin elle rentre, allez ce soir on sort, on se fait un resto». Parce qu'en fait, je vais avoir une vie sociale. Là où moi, j'avais envie d'être, Ouais. seule, Foutez-moi comme la paix, ça, ouais, et voilà. voilà, tu vois? Ne me parle plus, je veux plus rien d'émotionnel, je machin. Et du coup, il a fallu en discuter parce que nos réalités étaient différentes. C'est quelque chose qui est, arrivé, très souvent dans les couples que j'ai pu accompagner, quand je fais du coaching parce qu'en effet, c'est, bah, viens, on sort au resto ou on va faire un truc que tous les 2. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sans les enfants et cetera et systématiquement et je l'ai vécu aussi personnellement, Mmh. systématiquement, le démarrage, c'est une engueulade. Ah ouais. Ah ouais. Parce que justement, il y a pas cette communication, ce fait de dire: «Oh, «Regarde là, toi tu en es là, moi j'en suis là, viens on réaligne d'abord avant d'entreprendre de faire quelque chose Mmh. ensemble» et c'est vrai que c'est une réalité assez frappante Mais c'est ça, c'est de de prendre remettre, conscience de 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 ça. donner l'information à l'autre de la réalité que j'ai vécue. En plus, moi, ce qui m'a permis qu'au bout de 2-3 retraites où c'est vécu comme ça, je me suis dit: «Hop, Manu, fais gaffe, là, il y a un réajustement à faire». Parce que justement, dans mon expérience avec l'événementiel, quand je faisais des mariages, quand je faisais les organisations complètes, quand je rentrais, il dormait. Mais quand je faisais les cérémonies, j'étais dans un univers où dans la cérémonie, c'était la fête, la musique, la joie, les trucs machin, enfin, je rentrais à 18h, 19h ou 20h de ma cérémonie, j'étais pimpée comme jamais, j'étais dans la folie, dans la joie, dans l'amour, dans machin.
Mais lui, il avait passé son après-midi à jardiner dans le jardin, quoi. Mmh. Donc en fait, nos énergies, Pas du tout les mêmes. heu, pas du tout, quoi. Et alors, bah, justement, tu vois, ça m'amène à la question suivante, comment on fait? Comment on fait pour réaligner, se remettre, l'un en face de l'autre, tu vois? Heu, Moi, je vois souvent que dans les coachings, en fait, les leaders, c'est des contrôlants. C'est des Ouais, personnes qui ouais. veulent, poser, qui te voilà, ça doit se passer comme ça, comme ça. La délégation est très difficile, mais du coup, bah, quand ils rentrent à la maison, très souvent, il y a le même problème. Alors soit parce qu'ils veulent contrôler, soit parce que justement, ils contrôlent au Ils veulent boulot, tout ils veulent lâcher. plus Ouais, contrôler. ils veulent plus rien faire. Et bah, du coup, ouais, problème de relation avec la personne quand on rentre à la maison. Donc, comment on fait pour poser ces frontières émotionnelles claires et arriver à justement créer une relation, une communication, fluide en sortant de ce travail? Bah, je crois déjà de pas mettre de frontières, justement. Faut savoir que moi, je suis quelqu'un de hypersensible, et qu'en face de moi, j'ai un mari où l'émotionnel, est accessoire. En tout cas, dans l'expression. Donc déjà, on est complètement, dans pas du tout dans le même moyen de communication. Hem, je vraiment, c'est le fait de lui poser la réalité. Vraiment enfin, c'est les bases, quoi, enfin, de la communication, expliquer ma réalité, poser mon besoin, entendre sa réalité à l'autre, poser le besoin de l'autre, enfin, entendre le besoin de l'autre, tu vois? Enfin, il y a vraiment ce truc de justement, alors il y a une frontière émotionnelle, par exemple, il y a quelque chose qui vis lui, étant donné qu'aujourd'hui il est cadre, qu'il a une équipe ou quoi que ce soit, il peut avoir et j'essaye de vraiment de réajuster ça parce que je peux vraiment pas être cool, hem c'est qu'il va venir me raconter ce qu'il a vécu dans l'équipe, machin et tout et comme je comprends rien, c'est un peu compliqué. Et en fait, pour moi, il y a justement de pas aller parler de ce que j'ai vécu, enfin, je vais parler de ce qui vient de moi, pas de ce que mon client a vécu. Tu vois, il s'en fout, il le connaît pas, enfin, c'est pas son problème. Par contre, ce qui va l'intéresser, c'est de savoir, bah, comment moi j'ai vécu cette journée, qu'est-ce qui en est ressorti et de dire, bah, là, peut-être que là, pour l'instant, de suite, j'ai besoin d'un temps d'un sas, de silence avant de pouvoir te partager. Par exemple, c'est ce qu'on a posé, par exemple, sur les retours de retraite. On a posé que, tant que je ne viens pas lui parler, bah, qu'il vienne pas, m'assaillir «Bah, tiens, viens, on sort, on fait ci, on fait ça». Tu vois? J'ai besoin d'un temps où quand je rentre, d'avoir un espace de silence et de pause. Tu vois? Je vais prendre une douche, je vais me poser, je vais ça et à un moment donné, de moi-même, je vais le voir, mais je vais dire: «Au fait, alors, le week-end, nanana», tu vois? Mais s'il venait directement faire ça donc je pense que c'est d'être honnête avec l'autre. Premièrement, c'est d'être honnête avec son besoin et ses envies et du coup, bah, pour connaître ses besoins et ses envies par rapport à ce qui se passe, c'est Ouais, de travailler sur soi, en mmh fait. et C'est puis, de tu parles d'honnêteté, moi j'allais même dire d'être honnête avec mais soi oui, c'est que parce d'abord que d'être honnête avec soi, de comprendre soi-même, bah, en fait, d'être capable d'entendre sa propre vulnérabilité déjà, pour pouvoir ensuite la partager à l'autre. Ça, c'est un problème que les leaders ont beaucoup, en fait, c'est de se être fort, ce driver de être fort, et que pour moi, c'est une vision, en fait, un business model, qui est archaïque d'entreprendre avec le être fort, parce que le être fort aujourd'hui ne va entreprendre que dans le côté capitalisme et déshumanisé, alors qu'aujourd'hui, justement de mettre ma vulnérabilité comme une force et comme une authenticité va me permettre déjà d'avoir de plus m'éclater en fait parce que, bah, moi aujourd'hui j'entreprends pas pour en chier quoi. J'entreprends pour m'amuser et m'éclater dans mon entreprise. Je prends du plaisir quand je fais ce que je fais. Donc et ce qui devrait, selon moi, être le point de départ de tout mais oui. démarrage d'entreprise, c'est en effet: «Est-ce que je fais ça parce que ça me plaît Mmh. et que j'ai envie de faire ça?» ou la prise de décision, ça a été, «Bah, je fais ça parce que je sais le faire et puis ça va me rapporter de l'argent», qui du coup, n'est plus la même Mmh. motivation derrière. Pour, rebondir sur ce que tu viens de dire, heu moi, il y a quand même quelque chose qui revient assez régulièrement dans les coachings et on va savoir comment toi, peut-être, tu aides, les personnes que tu accompagnes. C'est à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi parce que pour pouvoir en parler à l'autre, pour pouvoir dire: «Attends, là, c'est pas le moment pour moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ma propre routine avant de pouvoir communiquer avec Mmh. toi», il faut déjà en avoir conscience Oui. soi. Mmh. Donc, comment tu fais pour aider les gens à prendre conscience de ça?
Alors ça va être adapté à la personnalité des gens, hein. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de le conscientiser par l'écrit, de le ritualiser, qui vont besoin d'abord se prendre des murs plusieurs fois, donc ça va être dépendre, tu vois? Ça va vraiment dépendre de plein de gens, mais c'est surtout, bah, d'aller travailler sur la déconstruction de ce driver être fort. Mmh. C'est que, reconnaître que là, en fait, je peux pas juste enchaîner les choses, que je peux pas, enfin, que là, j'ai peut-être besoin d'un silence, que j'ai besoin de pleurer, que j'ai besoin de dormir, que, en fait, j'en ai vécu trop et quoi que ce soit, avant de poser mon besoin à l'autre, c'est d'aller travailler sur la déconstruction de être fort, c'est continuer à encaisser. C'est marrant que tu parles de ce driver parce que les drivers, c'est vraiment un truc qui moi me passionne, les 5 drivers et en fait, j'ai plus souvent vu alors le soi fort est bien sûr très présent, mais j'ai plus souvent vu en termes de limites pour l'entrepreneur, le «fais un effort». Ah ouais, mais oui, Parce que en fait, faire un pas de plus, quoi. Tu voilà, vois, c'est c'est bon, tu as eu ta journée de boulot, OK, mais tu peux faire un effort. Je te demande juste de débarrasser la table ou je te demande juste de m'écouter sur ce qui s'est passé là. C'est fais un mais tu effort. sais, il y a aussi dans la vulnérabilité, enfin, dans le travail, c'est aussi de savoir, entendre ses limites et que peut-être que des fois, juste de débarrasser la table, c'est le truc de trop et que, bah, moi, dans mon parcours, ayant été arrêtée, par une maladie, inflammatoire, je sais qu'aujourd'hui, le fait de justement avoir ce driver de vraiment écouter, mais vraiment, ça peut être des trucs hyper, imperceptible pour les autres, ou c'est le truc de trop qui peut me faire que pendant une semaine après, je vais éclater, enfin, je suis pas bien, enfin, je vais vraiment être pas ouf. Beh, je sais que je dois être hyper attentive justement à les limites que mon corps et mon émotionnel peut gérer. Parce qu'en plus les 2 sont liés, donc du coup sur une inflammation, sur une maladie chronique, inflammatoire, bah, le moindre truc va venir impacter et du coup de vraiment être, d'avoir ce point de vigilance, mais ça là par contre c'est que moi. C'est de pouvoir dire, alors après, j'ai beaucoup critiqué mon couple sur le fait de manque de communication, mais en faisant ce métier-là, je me suis rendu compte, en fait, qu'on communiquait vachement, en fait. Et que contrairement à d'autres couples, on était hyper bons en communication. Mmh. Heu, J'ai vu que Emeline avait, posté une réponse et j'en parlerai ouais, après, mais pour parler aussi de mon couple, Emeline a tendance à dire qu'elle ne sait pas communiquer et en fait, bah, ouais, quand je ouais, regarde, ce qui se passe à ah l'extérieur, ouais. vraiment, enfin, c'est un Je truc suis de pas fou. d'accord avec toi, hein. Ouais, bah, oui, oui, moi non plus, je suis pas d'accord avec toi. Donc oui, tu sais communiquer Mais vraiment, grave vraiment. et c'est vraiment de ce truc de se dire qu'en fait, je d'être attentif, enfin voilà, de pouvoir dire, je peux dire à David, bah, là en fait, tu sais quoi? Ce soir en fait on va commander Uber, meilleur ami, de commander Uber parce que là clairement en fait j'ai eu une journée de merde et en fait juste de faire à manger, Je pense. je vais me mettre à pleurer en Ouais, fait. Enfin je c'est un peu des fois ça peut être là en fait, c'est l'effort de trop. c'est l'effort de trop en fait et parce qu'en faisant l'effort de trop, je peux le faire, hein, parce que je sais être forte, hein. Par contre derrière ça, c'est quoi les conséquences Mmh. après, quoi? Donc il y a aussi d'arriver à, arrêter d'être exigeant avec soi. J'ai appris un truc dans mon entrepreneuriat qui est trop génial, c'est la flemme, en fait. Mais vraiment, en fait. Est-ce que, là, chez moi, je rentre d'hier, je suis rentrée donc du coup de vacances. On s'est levé à 5:30, on était éclatés. J'ai juste un peu commencé à vider les valises. Ma maison, c'est le bordel. C'est absolument pas propre, quoi que ce soit. Il faut que j'envoie un message à ma femme de ménage pour qu'elle vienne faire le ménage. Mais est-ce que vraiment là, à l'instant T, c'était la priorité du jour, quoi? Est-ce que là, quand on va finir à je sais pas quelle heure, est-ce que je vais aller faire mon aspirateur? Pas du tout, en fait. J'ai branché mon aspirateur qui marche tout seul là, tu sais? Mais le reste, ça va attendre, en fait, parce que c'est par contre la priorité là, ça va être que j'ai enchaîné une journée comme ça. La priorité, ça va être de manger, me poser, me mettre une série avec mon fils, et mon mari si un jour il rentre du travail et voilà, en fait. Enfin, je c'est pas la priorité, tous ces trucs-là et ça, c'est un truc aussi que, beaucoup de femmes vont se mettre une charge mentale de ouf et moi, j'ai pas cette sensation d'avoir cette charge mentale féminine qu'on entend parler partout. J'entends qu'elle existe et je sais, mais parce que bon, déjà parce que la charge mentale avec David, elle est bien répartie, mais aussi parce que je sais dire: «Je m'en cale au cul», quoi. Enfin, je le dis comme ça, mais c'est la vérité, quoi. C'est que c'est pas la priorité de l'instant T. La priorité, c'est de, prioriser le temps de qualité ou
ma santé physique et psychologique et que c'est pas très grave que ça, c'est pas fait aujourd'hui, quoi. Mmh. Alors c'est marrant parce que du coup, on vient rentrer dans un autre driver, je vais en parler quelques secondes, mais c'est le soi parfait. Ah ouais, Parce que, alors ça je m'en fous, hein. je Je l'ai pas celui-là. je t'assure chérie, on n'a pas fait exprès, mais enfin voilà, que tu saches, Emeline, elle est rentrée du travail et la première chose qu'elle a fait, c'est l'aspirateur. Tu viens d'en Je parler. te jure, je savais pas. Et donc voilà, bon, pour ceux qui nous écoutent, allez voir ce que c'est les drivers et les Mmh. injonctions parce que c'est une partie de l'analyse Ah, transactionnelle qui est un outil que j'utilise, beaucoup en coaching et qui est vraiment passionnant et qui nous permet de comprendre nos mmh, fonctionnements et de comment on les a récupérés, dans notre passé. Donc, les drivers, il y en a 5. Il y a le soi parfait, le soi fort, le fait effort, donc fais un effort ou fais effort, le fait plaisir et le dépêche-toi. Et en fait, ces 5 drivers-là, bon déjà on les a tous, hein, c'est cadeau et on en a toujours un ou 2 qui nous drive justement et en fait, bah, ça nous empêche de pouvoir être qui on a envie d'être mmh. vraiment et notamment, bah, oui, tu rentres à la maison et puis, là, en fait, bah, tu vois que la maison elle est pas rangée et comme il y a un soi parfait qui est hyper important et ben tu vas commencer par ranger alors que en fait, ce dont tu aurais besoin, c'est d'aller C'est te de te caler un poser, Uber et puis, et de faire autre chose. ouais, voilà et en fait, je pense vraiment que de du coup, tu vois, par rapport à ta question, qu'est-ce que je ferais avec un c'est d'aller déconstruire ça parce que c'est ce qui peut vraiment emmener à l'échec, tu vois, sur le coup. Et oui, bah, oui. C'est peut vraiment amener à l'échec parce que, bah, tu passes à côté de l'essentiel. Je Mon objectif tout à l'heure, elle me posait la question, sur un projet de vie, Emeline, moi j'ai un objectif, comme je vous disais, je marche à l'objectif. Moi, j'ai un objectif de vie suprême, c'est, d'arriver à mes 85 ans en bonne santé, psychologique, émotionnelle et physique, pour pouvoir avoir une grande tablée avec, mon mari, j'espère qu'il sera encore là, et toutes les personnes qui sont encore vivantes et mes enfants, mes petits-enfants, et pouvoir profiter de cette journée en mode: «Putain, là, tu as réussi ta vie, quoi». En fait, tu c'est ce repas d'anniversaire, pas calculé en quelle année ça fait. Ce repas d'anniversaire où je le enfin, c'est vraiment je le Tu visualise, en fait. C'est visualises, une hein. grande table où, juste c'est hyper simple, où chacun ramène un truc et qu'on est tous ensemble. Donc c'est ça mon projet de vie. Donc à partir de là, tout ce qui ne va pas nourrir ce projet-là, je m'en fous. Est-ce que le jour-là, ce jour-là, machin, je vais me rappeler que le 3 décembre 4 décembre, 2025, bah, j'ai pas eu le temps de, ranger mon lave-vaisselle. Non, je pense que ça a pas trop d'influence sur mon objectif de vie, quoi. C'est ça, c'est prendre le recul et ramener à et en fait, dans 10 ans, est-ce que ça aura de C'est l'importance? ça. Par contre, le fait de me dire que les jours qu'on a vécu, là, à Marrakech avec mes enfants, quoi que ce soit, Ça ça va par contre, rester. je sais que ça va rester et qu'on va s'en rappeler, tu vois? Mais le fait de savoir, Et si j'ai d'ailleurs, pas fait le bon repas, bien cuisiné ce jour-là, bah, ça puisqu'on est, sur la famille, très souvent, quand tu demandes à un enfant de dire quelle a été sa meilleure journée ou ce qu'il mmh, a préféré et cetera, souvent, c'est des moments partagés avec les parents. mmh, Le fait de savoir qu'ils sont allés à Disney ou qu'ils ont vécu, le truc mmh, super machin et cetera, ou qu'ils ont reçu le meilleur cadeau, ils s'en fichent, en fait. C'est le moment où ils ont fait la cuisine avec papa mmh, ou le moment où ils sont allés faire du vélo avec maman mmh, qui reste. mmh. Donc oui, complètement. Complètement, bien sûr que c'est ça qui est important. On va parler des fêtes et de Ah! l'approche de Noël. Ah! Sujet intéressant. Bah, oui, surtout, bah, surtout quand on travaille à son compte parce que en Mmh, fait, les fêtes, c'est aussi un gros moment de stress pour les leaders parce que c'est des moments où de toute façon, on est obligé de prendre des vacances. ouais. Enfin, si on a un Ah, minimum de c'est vie de famille, on est obligé de poser parce que c'est un ah, moment de partage. il y en a, ils racontent qu'ils peuvent pas, hein, mais vas-y, pose ta question, mais c'est pour Donc ma comprendre. question, comment ton rôle, ta fonction, ton travail t'aide-t-il à accompagner les leaders à soutenir leurs partenaires dans les grandes transitions, naissance, croissance d'entreprise, crise, afin que la relation reste un pilier de force et non une autre source de tension, notamment au moment des fêtes? Comment moi j'accompagne Ouais, David, en gros, dans ces transitions par rapport à mon leader, ouais, c'est enfin ça? dans tes accompagnements, ouais. Oui, mais comme Mmh. si je Oui, transfère oui, pour que oui, tu tout à comprennes. fait, ouais. Là, pour moi, ça fait pour moi, ça ferait vraiment la différence entre un chef, un patron
un directeur et un leader. Tu vois? C'est que, l'une de mon grand pouvoir, de mes super pouvoirs, c'est que dans mon leadership, j'ai une facilité assez naturelle à fédérer et à rassembler. Mmh. Et que du coup, bah, j'ai pas trop enfin, je vois pas l'intérêt, c'est pour ça que j'aime autant le collectif, pas trop d'intérêt à kiffer un truc si je le kiffe seule, quoi. Donc à partir de là, hem, le fait de pouvoir se dire que ce que l'autre il vit, c'est aussi important que ce que moi je vis. Donc c'est pas parce que enfin, si je suis un vrai leader, j'ai envie que l'autre il vive les choses et que je ce que je enfin, qu'ils le vivent le mieux possible. Sinon, je suis, un dictateur et je suis pas un leader. Je vais imposer ma vision, je vais imposer les choses et c'est comme ça que je dois le faire et puis je vais minimiser ce que toi tu ressens et puis, tu vois, Je suis un après coup, directeur, je ouais, dirige, je voilà. dirige mais je suis pas leader. Mmh. Le leader, l'idée c'est d'arriver à do enfin pour moi, dans mes accompagnements, je leur dis toujours au tout début: «En fait, aujourd'hui, là, quand on commence l'accompagnement, je suis la confiance en toi que tu n'as pas encore». Donc moi je vois déjà, la reine ou le roi que tu es, enfin la réussite, tout ce que tu peux éclairer, c'est juste que toi tu le vois pas, mais moi je le vois déjà. Et du coup, ça, du moment où en fait, ce qui va se passer dans la vie perso pour l'autre, bah, étant donné que tout est systémique et que tout est relié, si la personne en face de moi, elle est pas OK, enfin elle est pas bien, elle vit quelque chose de pas bien et que d'un autre côté, beh, je le prends pas en considération, dans mon côté objectif, Ça au bout d'un fonctionnera moment pas ça non va pas plus. fonctionner, Mmh. quoi. Donc je suis obligée de prendre en considération ce qui se passe pour l'autre et dans enfin, sinon je suis pas un vrai leader. Je 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 suis pas alignée et je suis pas, cohérente à ce que je mais c'est pareil, enfin, ça on parle du conjoint, mais ça va être aussi, dans notre petit système, en fait, que ce soit le petit système amical ou familial. C'est que quand on sait que quelqu'un, ça c'est un gros débat que j'ai eu avec une de mes amies, je ne sais pas si elle est là. Elle se reconnaîtra si c'est le cas, justement quand on vit des choses, dans notre vie, professionnelle ou personnelle, quand on sait qu'un de nos amis a vécu quelque chose de pas bien, mais qui ne veut pas nous le partager parce qu'il ne veut pas nous rajouter des problèmes et en fait, le fait de savoir qu'il est pas bien parce qu'on le sent, parce qu'on l'aime et qu'on voit, bah, en fait, en voulant nous protéger, en pas voulant nous le partager, bah, en fait, c'est encore C'est pire encore pire. que de nous le partager parce que, bah, justement, je suis leader. Donc en fait, ma main qui se tend, elle est naturelle chez moi. Mmh. L'espace que j'ai à t'écouter, à t'apporter une solution ou quoi que ce soit, beh, c'est encore plus difficile pour moi le fait que tu dises: «Je n'ai pas envie de t'en rajouter», parce que ça veut dire que tu penses que je suis pas capable de gérer De ça. gérer ça. C'est vrai qu'en plus, enfin, ça c'est quelque chose dans notre vie, perso, ou dans la relation professionnelle qu'on peut avoir avec des gens qui nous connaissent. Mmh, C'est vraiment un endroit où du moins je vais parler pour moi, j'ai l'impression de marcher sur des œufs parce que en fait, comme j'ai les outils et les ouais, compétences pour écouter vraiment mmh, et poser les bonnes questions pour accompagner les gens, il y a des personnes qui pensent que c'est, abuser de la faiblesse. C'est-à-dire que parce que là, je vois qu'émotionnellement tu vas pas bien, je vais en profiter pour te vendre quelque chose. Alors qu'il oui. y a vraiment une volonté d'aider, parce que Oui, mais la c'est personne en face de moi, elle ne va pas bien, je le vois et je sais que moi, j'ai la capacité à pouvoir l'aider et tu vois, dans ce que tu viens de dire là, il y a aussi ce côté de, tu penses que j'ai pas la capacité à le gérer, oui, ou tu penses que peut-être je vais sauter sur l'occasion pour en profiter. ou ouais, toi, il y a ça, mais moi, c'était vraiment aussi le fait des fois de me dire que, bah, ouais, tu as déjà beaucoup de travail, tu as déjà beaucoup de Mmh. choses dans ta vie, quoi que ce soit. Je vais pas t'en rajouter, je serai pas une bonne amie ou je serai pas un bon conjoint ou je serai pas si je t'en rajoute. Mais en fait, déjà, je suis capable de te dire: «Là, je suis OK, là où je suis pas OK». Je suis capable de te dire: «Bon, là, ça me fait trop» et quoi que ce soit. Déjà, premièrement, parce que je me connais très bien, donc et j'ai aucun problème à poser mes limites. Donc du coup, si c'est pas OK, je vais te le dire. Je peux te dire: «Bah, là, de suite, à l'instant T, c'est pas bon et du coup, on en parlera demain si tu veux, mais je serai là pour toi. J'ai vraiment envie d'être pleinement là pour toi» et je sais que, bah, on peut l'avoir tous les 2 quand on s'appelle ou bah, il va y avoir un moment donné où, selon l'énergie de l'un ou de l'autre, c'est l'un ou l'autre qui va plus prendre, la parole et que, bah, en fait, voilà, ça va se déposer quoi que ce soit et c'est OK, en fait. Enfin, je veux dire, à un moment donné,
on va pouvoir se dire: «Bah, OK, je sais être présente pour, toi, pour t'écouter», sans forcément solutionner ou quoi que ce soit. Ça peut être juste des fois, de Juste de l'écoute, l'écoute. et ben ça, c'est important, en fait, aussi. Enfin, dans le leader, il a aussi ce côté où il sait écouter l'autre sans vouloir solutionner. C'est que ouvrir l'espace où en fait, si mon mari, par exemple, il vit un truc où dans le travail ça va pas, il y a trop de boulot, enfin c'est une surcharge machin, il y a de la pression, quoi que ce soit et qu'il est pas bien, quoi que ce soit, bah, déjà lui ouvrir un espace pour qu'il puisse écouter et qu'il sache que, bah, je peux être là pour toi, mais être là pour toi, c'est pas apporter une solution. Être là pour toi, c'est déjà t'écouter Mmh. et ça, c'est souvent aussi là où on Grosse positionne difficulté. pas le leader, en fait. C'est que le leader, il est là pour dire: «Viens, on avance ensemble». Il est pas là pour te dire, «Fais Fait comme comme ci» ça. Mmh. Ah oui, complètement, complètement. et sinon il est directeur, toujours Sinon les pareil, directeurs, toujours voilà, pareil et exactement. moi, il faut savoir que je suis une très mauvaise directrice. Mmh. Je peux être si tu me donnes la place de directrice, je suis une connasse de folie. Toute mon autorité prend le pouvoir. Donc il faut pas me donner cette place-là. J'ai eu ça aussi. Ah ouais, moi Ouais, je suis je très, très bonne je leadership, suis un alors tyran, je leader, mais ah ouais, mais je je suis suis un tyran. tyran. Je suis horrible. Il faut pas me positionner en hiérarchie supérieure. C'est J'ai réalisé alors, ça va peut-être, surprendre certains, s'ils nous écoutent, mais en fait, j'ai réalisé que fallait pas que je sois l'entraîneur principal d'une équipe. ah non, Parce non que plus, parce que horrible! pourtant ça fait 25 ans que je fais ça, tu Ah ouais, c'est con quand même. vois? Ouais, oui, il m'a Ouais. fallu un petit temps pour Bah, réaliser. écoute, il faut des fois apprendre de soi avec du temps. Voilà, mais en fait, je me rends compte que je joue un vrai rôle, Ouais. quand je suis en train d'entraîner et en fait, ouais, je deviens un tyran. Ah Je ouais, deviens vraiment un tyran. moi, en tant que chef, Mmh. je suis vraiment pas cool, hein et c'est pour ça que, par exemple, dans mes retraites, quand je me positionne, quand on travaille bah, moi, j'adore, co-créer, même si c'est moi qui ai la responsabilité financière et sécurité du cadre, Mmh. parce que c'est ma retraite, dans la structure, je positionne qu'on est tous co-créateurs. Co-créateur, ouais. Parce que je sais que si je deviens en hiérarchie juste au-dessus, mais Ça, en c'est fait, fini, ouais. je vous impose tout, en fait, même la couleur de votre habit, quoi. Enfin, tu vois, C'est ça, c'est ça. Je me suis entendu dire, à mes joueurs un jour que, il fallait, qu'ils se lèvent à une certaine heure, qu'ils boivent et qu'ils ah mangent mais moi aussi, hein. quelque chose, qu'ils fassent pas la fête la veille au soir. On joue en régional, hein. Donc enfin, voilà, Pression, les gars, c'est ça, hein. Le dans 10 ans, on en reparlera encore. c'est ça. Donc bon, oui, donc je comprends tout à fait ce que tu dis parce que j'ai moi aussi, je m'en rends de plus en plus compte alors que pour moi, c'était une crainte de pas avoir la capacité à embarquer les gens alors qu'en Mmh. fait, les gens me suivent. Mais oui. Je me rends bien compte aujourd'hui que quand je pose quelque chose, il y a des gens qui me suivent. Mmh. Heu et que en fait, comme toi, surtout, je dois pas prendre la place de directeur. Ah ouais. Parce que Mmh si mh. je prends la place de directeur, je deviens un Non, connard. non, non, mais vraiment, c'est vraiment faut pas me la donner. Je ne la veux pas en plus. Mais par contre, tu vois, c'est justement, dans le conjoint, il y a aussi, effectivement, moi, si je reviens dans ma valeur d'inspiration, c'est que si j'ai envie que mon conjoint, il puisse, se déposer à moi, qu'il puisse, compter sur moi, qu'il sache que quand il traverse des choses, soit pour accompagner, ça et tout, il faut aussi que je le fasse, quoi. Mmh. Pendant très longtemps, je me suis rendu compte que je reprochais à David de pas compter sur moi et de pas me partager les choses, mais en fait, je lui partageais que les choses une fois qu'elles étaient réglées. Avant ça, bah, j'appelais mes amis, en fait. Je parlais à mes copines, mais je lui partageais pas mon émotionnel parce que je me disais: «Bah, Mmh. ça l'intéresse Ça pas, l'intéresse pas. ça le concerne pas, il va pas comprendre». Donc en fait, je lui reprochais quelque chose que moi-même je faisais et bizarrement, quand j'ai changé, Il ça, a changé. bah, ça a bougé, quoi. Bah oui. Alors il y a un truc que tu as dit tout à l'heure qui m'a fait penser à un positionnement qu'en fait très peu de personnes ont, c'est la capacité à dire non Mmh. et tu vois, quand tu disais: «Je suis capable de poser mon cadre, de poser mes frontières et de pouvoir dire que là, bah, je suis pas dispo pour t'écouter, j'ai envie d'être là Ouais, pour toi, mais je suis là tout de suite, je suis pas dispo pour t'écouter». Il y a beaucoup de personnes qui pensent que s'ils disent ouais. ça, Oui. ils deviennent méchants, ils deviennent les personnes qui sont pas Égoïste, dispo, qui sont égoïste. égoïstes et cetera. Heu Qu'est-ce que tu pourrais donner comme outil justement pour les personnes qui sont leaders, d'avoir cette capacité à dire: «Hop là, stop, là pas tout de suite, pas maintenant, pas ici». Heu, Comment on fait pour dire non en fait? Ou non, c'est pas maintenant, c'est pas le bon moment? Pour moi, c'est vraiment la qualité de la présence. C'est que
si je ma valeur honnêteté est très forte aussi, hein. C'est très important pour moi d'être le maximum honnête et c'est quelque chose que je vais beaucoup m'interroger. Est-ce que là, je suis vraiment honnête avec moi-même, machin et tout? C'est vraiment quelque chose qui est très important et du coup, le respect que j'ai pour l'autre dans ce que je veux lui offrir, hem, je donne un exemple. Quand je faisais les mariages, j'avais aucun problème. Je faisais donc officiante de cérémonie laïque, mais j'avais aucun problème de faire des cérémonies enfin, d'être organisatrice de mariage avec des cérémonies religieuses, du moment où les mariés étaient complètement croyants. C'est-à-dire que s'ils faisaient vraiment une cérémonie religieuse parce que pour eux, ça avait du sens, mais allons-y quoi. J'adore ça quoi et je prenais un plaisir Mmh. ouf à vivre la cérémonie. Par contre, quand les mariés me disaient qu'ils allaient à l'église parce que, tu comprends, pour sa grand-mère, il fallait le faire ou parce qu'on leur a dit dans la famille: «Tout le monde le fait, donc c'est comme ça qu'il faut faire». Généralement, ces mariages-là, je les signais pas parce que, bah, pour moi, je me disais: «Mais comment?» vous allez voir, Authentique. Ouais. vous allez voir dans mon cerveau comment ça marche, hein. Comment tu peux prendre un engagement de mariage sur la base d'un mensonge? Par contre, dans mon cerveau. C'est-à-dire que je vais te dire oui pour être mariée femme. Mais l'endroit où je te dis oui et les valeurs qui portent le oui, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Pour moi, alors c'est la dissonance, elle enfin, je n'y arrive pas, quoi. Enfin, c'est j'ai pu me disputer avec des gens parce que j'ai refusé d'être la marraine d'enfants parce qu'ils voulaient aller à l'église et qu'ils comprenaient pas que je dise non, je voulais pas être marraine à l'église parce que je pouvais pas prendre un engagement avec un enfant sur des valeurs que je ne porte pas. Enfin, je peux pas. Et donc pour moi, c'est pareil avec ça. C'est qu'en fait, si je te dis oui, je peux t'écouter, alors que je ne suis pas disponible, que je suis pas pleinement avec toi, que je suis pas capable de t'écouter, je te mens, en fait. Je suis pas pleinement là, je t'offre pas le meilleur de moi-même, je te prends pour un con, en fait. Mais ça amène la personne en face risque de me juger, Ouais, qui est la peur de beaucoup de leaders, en bah, fait. je prends le risque que la personne pense que je suis pas aussi forte que ce qu'elle pensait, que je suis pas parfaite à tout gérer, que je peux pas faire oui, ça c'est sûr. Mais à la fois, comme pour moi, la valeur de te donner le pour moi, je me dis toujours: «Comment l'autre peut m'aimer si ce que je lui montre de moi est faux?» Mais faux. Je veux pas être aimée pour l'illusion que les gens ont de moi. J'ai pas envie d'être aimée ou respectée parce que je te fais croire que je suis hyper disponible, hyper fort et quoi que ce soit. J'ai envie que tu m'aimes pour ce que je suis vraiment. Donc je te dis non parce que Heu, bah, en fait, je te dis non parce que je t'aime, en fait, simplement. Enfin, tu vois, je te dis non, là, je vais dire à mon ami: «Non, là, je suis pas disponible à t'écouter parce que je t'aime et qu'au moment où j'ai envie de t'écouter, je veux être pleinement avec toi». Ça marche comme ça, Mais oui, oui, merci, c'est hyper intéressant comme, hyper intéressant et important comme point de vue parce qu'en effet, comme on le disait, le fait de dire non pose indirectement: «Je vais être égoïste», tu l'as dit, ou «Je vais passer pour le méchant» et cetera. Alors qu'en fait, c'est juste un changement de prisme en se disant: «Beh, c'est pas je passe pour le méchant ou, ou je suis égoïste», c'est au contraire: «Je t'aime tellement, Mmh. je veux tellement prendre soin de toi que je veux être pleinement là pour toi et pas à demi là pour toi Mmh parce mh. que, en fait, moi, je suis mentalement pas dispo. Mmh. Donc, merci. Mmh. Hem, je vais te poser une dernière question et puis, en fait, là, ça fait déjà 1 heure et demie qu'on cause. Oui, c'est normal, c'est Donc, comme d'habitude, hein, oui, mais après les gens, ils ont peut-être une autre vie aussi. Ah, ah, Donc, non, mais hyper intéressant, donc moi, je veux parler justement de la mise en lumière des croyances et de l'héritage. Mmh. Dans mes coachings, on met souvent en lumière ce qu'on appelle la loyauté invisible, tu sais, qui nous pousse à nous auto-saboter. Par exemple, le fait de relâcher le fait que j'ai pas le droit de gagner plus que papa Oui. ou la trahison avec le frère ou la sœur. Comment est-ce que tu travailles pour, aider les gens à identifier et relâcher ces schémas familiaux et qui ont d'autant plus d'importance quand on se rapproche des fêtes de Noël puisque ces gens-là, on va les voir Alors ou pas? ouais, ouais ou pas. C'est très, très drôle ce que tu dis ça parce que j'ai eu une conversation, avec, mes enfants, le dernier soir à Marrakech, donc mardi soir. Heu, très, très drôle et on n'était pas tout à fait d'accord, parce qu'on parlait de la communication, la stratégie, voilà, comme je fais beaucoup de storytelling, Mmh. dans ma communication.
On a eu un échange sur ça entre, nous 5 et j'expliquais à un moment donné, dans la conversation, je le dis à Anto, donc mon aîné, je lui dis: «Bah, je pense que le dernier post que je vais faire sur les vacances à Marrakech, c'est que je vais expliquer à quel point, je suis, que être entrepreneur, tout ce que je fais, c'est pour justement, payer, 5 jours de vacances à 5 personnes, tout compris en fait, que sur le coup, David, à part qu'il nous a fait un resto un soir, tout le reste, c'est moi qui ai tout payé grâce à mon travail. Et Anto m'a dit: «Oh, mais maman, mais tu te rends compte ce que tu fais? Tu vas faire passer quoi pour David, en fait? Ça veut dire que tout le monde va savoir que David, il se fait, payer des vacances, quoi». C'était hyper drôle parce Mmh. que, en plus, David, il est pas du tout Oui, dans oui, ça, tu oui. vois? Mais du coup, ça faisait travailler sur le fait que, justement, dans la croyance d'Anto, bah, l'homme, c'est celui qui gagne plus, merci papa, hein, pour cette petite transmission de croyances, que l'homme, c'est lui qui doit assurer, c'est lui qui gagne plus, que socialement, c'est lui qui porte le foyer et C'est vrai, hein, ça au passage. ouais, voilà, c'est génial, on adore et donc c'est David qui a expliqué à Anto qu'il enfin, tu vois, il se foutait, enfin, clairement et qui sait que il le dit, enfin, il y a des fois où ta mère, oui, elle va gagner, beaucoup plus que moi et des fois, c'est l'inverse et puis c'est pas un problème, en fait, parce que c'est un foyer entier et que voilà, quoi. Mais du coup, ça, c'est souvent effectivement quelque chose qui va auto-saboter parce que, bah, par exemple, je prendrai l'exemple de, la conjoint d'Anto, par exemple, qui pourrait, du coup, peut-être je sens c'est pas le cas, hein, mais qui pourrait se limiter dans son entrepreneuriat pour pas dépasser les seuils de 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 son revenus. conjoint, en fait. Ouais, ça je parle pas de Anto précisément, mais ça pour d'autres couples, ça pourrait être ça. Ou ça pourrait être moi qui porte cette croyance que, bah, en fait, ouh là là, attention, moi j'ai une entreprise qui marche, je vais dépasser un plafond de je sais j'ai pas encore fini ma compta parce que je suis hyper en retard, mais du coup, je sais que je déplacer un plafond cette année, sur mon CA. Hem, en fait, je me dis, est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? Enfin, ça et tout et je pense que dans tout à son entrepreneuriat et c'est pour ça que c'est indissociable aujourd'hui qu'en tant qu'entrepreneur de travailler sur soi, dans le développement personnel, dans le côté thérapeutique, énergétique, enfin ce qu'on a envie d'y mettre. Parce que justement, la plupart du temps, je peux te donner tous les process que tu veux sur la stratégie commerciale, la stratégie de communication, ça et tout, je peux donner tous les process. Si, à côté de ça, genre je peux avoir 2 entrepreneurs qui vont suivre les mêmes trucs, mais qui ont pas fait le même travail personnel à côté, les OK. résultats seront pas les mêmes. Et qu'il y a une croyance, Et que derrière voilà, il qui y a une bouffe, croyance limitante, il y a un plafond de verre, par exemple, j'avais une jeune femme que j'ai accompagnée, son papa il avait été, plus jeune, il avait eu un commerce, il avait, fait une liquidation judiciaire? Oui. une liquidation judiciaire. Tiens, parce que il avait endetté toute sa famille, pendant des années à cause de son envie d'entreprendre. Quand elle décide d'entreprendre, elle identifie de suite qu'elle porte ça, donc on travaille sur ça, mais elle sent en fait qu'à chaque fois, elle se laisse rembarquer par les peurs de son père. Parce que oser réussir, en fait, elle, c'est se poser qu'en fait, à chaque fois qu'elle montait un truc, dans les 15 prochains, je vais prendre tous les 15 jours, tous les 3 semaines, elle me rechangeait tout son arbre à produits. Parce qu'en fait, comme ça, bah, à chaque fois, elle ne se lançait pas, en fait. Elle ne vendait rien, en fait. Donc du coup, ça veut dire qu'elle restait dans le truc de toute façon, entreprendre, ça ne réussit Ça ne pas, réussit pas. ça ne fonctionne pas, voilà, c'est de la merde, en fait, entreprendre, et en fait, quand elle a identifié que, en fait, elle faisait ça parce qu'elle ne voulait pas blesser son père, qu'elle était capable de réussir là où il avait échoué, du coup, de faire du mal à son père, en lui montrant qu'elle pouvait, finalement, être meilleur que là où il avait raté, bah, il a fallu tout changer, changer le prisme, en fait. De faire: «Mais en fait, non, tu vas montrer à ton père que l'expérience que lui a vécue t'a permis d'apprendre des erreurs pour que toi, tu réussisses. C'est ça. Tu Un pas en changement train de de le croyance, trahir, en fait. Mmh. tu pas en train de le trahir, tu es en train de reconnaître que grâce à lui, tu peux faire autrement et que son expérience, elle te sert donc il est dans sa place parfait de père, en fait. Mmh. Il est dans cette transmission d'expérience, quoi. Et vraiment d'aller travailler, mais par contre, il faut accepter aussi d'avoir un travail de développement personnel ou thérapeutique pour justement identifier toutes ces C'est croyances-là. ça. Et pour, ceux qui nous écoutent, en fait,
le un changement de croyance de ce style-là, je j'ai pas le droit de gagner plus que mon père ou, De réussir là, oui, j'ai pas le droit de réussir là où mon père a échoué, qui se change en «l'expérience de mon père m'a permis de pouvoir réussir moi». Ça a l'air beau dit comme ça, au s dans le fil d'une discussion, mais en fait, en tant que coach, on a les outils pour ça mmh, et c'est vraiment c'est ce qu'on appelle des protocoles. C'est vraiment des protocoles qui nous permettent de passer un gap et qui, d'un coup, fait que moi, j'appelle ça un saut quantique en coaching. mmh. C'est-à-dire que je vois vraiment mon coaché évoluer et puis il y a un moment il y a un truc qui se déclenche et la personne fait un saut Ah ouais. quantique et souvent, c'est lié à un changement de croyance. Mmh, Il y a une croyance qui a basculé, qui a été modifiée et d'un coup, j'ai plus la même personne en face. mmh, Le mon coaché a décidé de transcender, en fait, le blocage qu'il pouvait avoir. mmh. Mais c'est vrai que, hem, le fait de partager justement l'évolution qui peut se passer et que, hem en fait, par exemple, je reprends le cas d'Anto. Bon, on était en repas, voilà, j'allais pas lui faire un coaching d'Anto, hein. C'est pas l'idée, mais par contre de lui partager que David et moi, on lui partage une autre réalité, ça met des petites graines, en fait, tu Mmh. vois? Pour qu'il comprenne qu'en fait, c'est pas très grave, en fait, que enfin, David le vit bien, ça va, il est pas, il a bien profité de ses vacances, quoi, ça allait et peut-être que le voilà, ça a été aussi, bah, quand il y a eu le covid et que moi, je pouvais plus travailler parce qu'on était en confinement, bah, sur le coup, c'est David qui a tout payé, tu vois? Mmh. Donc en fait, c'est voilà, c'est de pouvoir faire, cette transition comme ça. Mais c'est vrai que travailler sur des croyances parce que souvent on va fixer sur une stratégie d'objectifs et d'action et on se dit: «Putain, pourquoi ça marche pas, en fait? Pourtant j'ai tout fait ce qu'on m'a dit, quoi». C'est ça. J'ai regardé toutes les formations Instagram, j'ai regardé tout le SEO pour un site internet, j'ai fait la super plaquette et tout, Ça marche pas. ça marche pas. Et oui, mais parce que tu es persuadé que ça marchait pas. Mais oui! Donc forcément Oui, ça c'est marche pas. que ça ne fait que aller là où tu veux aller, quoi. On parle beaucoup de la loi d'attraction, il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas, mais en fait, c'est une vraie réalité. C'est qu'en fait, si vous êtes persuadé que vous pouvez pas y arriver, vous y arriverez pas. C'est une constance, en Mmh. fait, parce que vous mettez inconsciemment tous les petits picots, sur votre chemin pour être sûr de pas pouvoir y aller. Ouais. Emmanuel, on arrive à la fin de Elle cette a dit quoi ta interview. femme? Je vais te dire ce qu'elle a dit, Ah, que je je vois pas moi, mais ouais, ouais, je vais te dire ce qu'elle a dit. Avant ça, pour tous ceux qui t'auraient, écouté, entendu et apprécié, tout ce que tu as pu partager, comment est-ce qu'on te retrouve? Qu'est-ce que tu proposes là dans les prochaines semaines, jours à venir? Et voilà, bah, dis-nous comment on peut te joindre? alors, emmanuelcoach.com, ça c'est mon site, facile. Sur Instagram, emmanuelgp.coach. Mardi tu rien mardi prochain toi? Mardi pro je sais pas. Je propose pas un truc que je il vienne Non. pas, ouais. Donc mardi soir prochain, je j'offre une masterclass, pour les entrepreneurs. Donc c'est en visio et en fait, c'est pour aller, je vais partager en fait, ma façon de faire mes bilans, de fin d'année et pour poser mes objectifs de l'année d'après. Donc on va le faire tous ensemble, parce que c'est vraiment quelque chose pour moi qui est très important de faire un feedback. C'est comment définir où je vais sans savoir faire un feedback sur ce que j'ai déjà vécu. Donc pas que sur une vision chiffre d'affaires, mais aussi sur justement l'organisationnel, enfin ce qu'on a échangé là, quoi, l'organisationnel, les objectifs de vie perso, bah, ce qui se joue là en fait pour pouvoir vraiment faire ça. Donc ça, c'est la masterclass que j'offre pour finir l'année. Bah, en fait pour décembre, je prends plus de nouveaux accompagnements chez l'entreprise. Mais par contre, en fait, comment je fonctionne, c'est qu'il y a toujours un audit en fait en premier. Donc on fait un audit, en visio ou en présentiel d'1 heure où on va présenter son projet, ou on va projet, son entreprise, elle est déjà lancée, pour faire un petit peu un point des besoins qu'on pourrait avoir et à partir de là, après, c'est un accompagnement qui se fait, donc 2 heures par semaine, en individuel, pour que ça puisse durer plusieurs semaines et avoir un vrai accompagnement où je tiens la main, et en fonction, bah, du coup, de ce qui est ressorti pendant l'audit et ces accompagnements qui peuvent être pris en charge par le CPF et qui peuvent être pris en charge par les OPCO et par les FAF en fonction des statuts, qui existent ou de la situation de l'entrepreneur et ça, par contre, bah, du coup, les audits, j'ai encore des places pour, décembre pour commencer des formations en janvier. Voilà et après, bah, j'ai des retraites, mais j'en ai tellement que je vous invite à aller voir mon site.
Parle de la prochaine là, celle Ah! que tu as Je en peux parler décembre. de celle-là? Oui, Donc la prochaine retraite, c'est Makaya, qui est du 12, 13 et 14 décembre. C'est une retraite exclusivement féminine où on va, l'idée, c'est vraiment de créer un cercle de sororité pendant 2 jours et demi, où on va faire pas mal de cérémonies et de rituels sur le féminin sacré avec des cérémonies cacao, du work, la cérémonie de la rose, enfin des trucs vraiment très sorcières. On n'a pas trop parlé de cette partie-là. C'était pas le sujet. C'est vraiment pour des personnes qui ont déjà quand même un peu, touché un petit peu le développement personnel ou spirituel parce que, bah, il va se passer des choses quand même qui vont être assez fortes et intenses. Donc il faut quand même être prêt à ouvrir l'espace pour, l'espace. accueillir ce qui peut se passer. Ça se passe dans le Gard, et à l'heure d'aujourd'hui, là où je parle maintenant, il reste 2 places OK. pour 2 mois. Pour, donner la date, complète, on est en décembre Oui. 2025 pour ceux qui regarderaient la vidéo en rediffusion, Ah oui, quand on heu, sera, quand on ouais, voilà. sera, Ouais, riches et connus, ouais, hein, c'est ça. voilà. Vous allez aller Heu chercher les archives. exactement. Donc, bah, merci Emmanuel pour cette interview et ce moment qu'on a pu partager ensemble. Donc ce qu'Emeline a posté, c'est: «Merci pour ta franchise» et dit: «Tu as arrêté les mariages, mais si nous renouvelons nos vœux, Voilà. car tu nous as mariés, accerais accepterais-tu d'être, maîtresse de notre cérémonie?» Alors, madame Emeline, oui, évidemment. Hem, je prévoirai beaucoup de mouchoirs par contre, ça c'est sûr. Mais, oui, bien sûr, je le ferai parce qu'aujourd'hui j'ai pas envie, enfin je c'est plus mon secteur et c'est plus ce que je fais, même si j'en fais encore un peu avec Sylvie, sur la Mmh, cérémonie des Louvres. Mais par contre, j'ai pour moi l'histoire est importante. Mmh. merci. Donc oui, pose la date meuf. Merci à vous qui nous avez, suivis, de nous avoir écoutés, que ce soit en direct ou en rediffusion. Si vous avez aimé le sujet ou aimé, la vidéo, merci de mettre un pouce en l'air et un like. Si vous avez envie de suivre les prochains lives ou directs, bah, abonnez-vous à la chaîne et surtout activez la petite cloche pour que lorsque le live arrive, vous soyez, prévenus. On a abordé plusieurs sujets que je traite personnellement en coaching. Entre autres, on a parlé d'énéagramme, Mmh. on a parlé de driver, d'injonction. Ce sont des ateliers que je vais mettre en place, que j'ai déjà mis en place par le passé, que je vais remettre en place pour l'année 2026. Donc pour ma part, je vous invite à me suivre. Donc vous avez ici ma chaîne Je suis qui je veux. Vous avez mon site qui s'appelle valoriseetvous.fr et vous pouvez aussi retrouver tous mes événements sur mon lien Facebook qui est aussi au nom de Valorisez-vous. Encore merci à tous. Merci à toi Emmanuel pour cette interview et à très bientôt tout le monde. Au Merci. revoir.